Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat consacré aux enjeux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un débat qui vous est proposé sur l'ensemble des médias de proximité en Wallonie et à Bruxelles. D'ailleurs, merci Fabrice de m'accueillir dans ce studio. Et merci à vous Audrey d'être venue jusqu'ici. Pendant 1h30, nous allons donc entrer dans les enjeux de cette fédération qu'on appelait autrefois la communauté française, l'enseignement, la petite enfance ou encore les médias. Et nous nous poserons aussi la question de l'avenir budgétaire et institutionnel de cette fédération qui unit les Wallons et les francophones de Bruxelles. Pour débattre avec nous dans ce studio, nous accueillons François de Smet pour Défi. Bonsoir. Alors, Caroline Désir, qui représente le Parti Socialiste. On précise que nous avions invité Paul Magnette avec le souhait de pouvoir proposer un débat de président de parti. Alors, Maxime Prévost pour les engagés. Bonsoir. Raja Mawan pour Écolo. Bonsoir. Raoul Debeau pour le PTB. Bonsoir. Et Georges-Louis Boucher pour le mouvement réformateur. Bonsoir. Et on va préciser aussi que le placement dans le studio et l'ordre de passage pour la première intervention est le résultat d'un tirage au sort. Autre précision aussi, Fabrice, c'est le 9 juin, il n'y a pas de scrutin spécifique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Parlement de la Fédération est composé de 75 députés wallons et de 19 représentants francophones du Parlement warviétois. Bruxellois, pardon, c'est une déformation. Oui, tout à fait. Voilà. C'est donc au travers des votes des élections régionales que vous votez aussi pour les thématiques dont nous débattons ce soir. Voilà, et le premier thème que nous allons aborder, c'est celui de l'enseignement. Et on vous propose d'entendre une question posée par une spécialiste de la question. Et il s'agit de Dominique Lafontaine. Elle est chercheuse en sciences de l'éducation, professeure honoraire. Elle a longtemps été la responsable des études PISA en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc une expertise incontestable qu'elle possède. Elle a aujourd'hui, je le précise, quitté l'administration. Elle est donc parfaitement indépendante. Et nous lui avons demandé de vous poser une question sur ce qui lui semblait nécessaire pour pouvoir améliorer la qualité de notre enseignement. Donc le sujet que je voudrais aborder est la pénurie d'enseignement qualifié. Quelle est la situation aujourd'hui en communauté française de Belgique? La situation de pénurie s'est aggravée et généralisée au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, le nombre de diplômés des formations d'enseignants est en diminution et la réforme de la formation initiale des enseignants a hélas accentué ce problème. Enfin, un enseignant sur 3 quitte l'enseignement dans les 5 années qui suivent son entrée en fonction. Cette situation est préoccupante et je voudrais vous demander donc quelles sont les solutions durables que vous envisagez pour attirer davantage d'enseignants et surtout les retenir dans la fonction. Et on va faire ce premier tour de prise de parole dans l'ordre du tirage au sort. On va donc commencer par François de Smet. Quelles sont les pistes à envisager pour rendre cette profession d'enseignant plus attractive et faire en sorte que les enseignants y restent ? Alors, c'est le plus beau métier du monde et pourtant, en effet, dès les premières années, cela vient d'être dit, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes quittent le monde enseignant. C'est aussi un monde qui a été durement touché par les crises, notamment celle du Covid, par les réformes, même si certaines, je le dis d'emblée en étant de l'opposition, étaient nécessaires, comme celle des rythmes scolaires, même si on peut évidemment aménager ça et là. Je crois qu'on a affaire à une rigidité administrative beaucoup trop forte. Je crois que le poids des réseaux dans notre enseignement est devenu beaucoup trop fort. Je n'appelle pas au réseau unique et à la réouverture de la guerre scolaire, mais clairement, quand vous voyez qu'il est tellement difficile de passer d'un réseau à l'autre pour un enseignant, qu'on perd des années d'ancienneté, que pour cette même raison, il est difficile de recruter, quand on voit qu'il est si difficile d'avoir des enseignants non seulement formés, mais aussi des gens qui pourraient choisir une carrière d'enseignant dans un second temps de carrière, ce qui serait très utile notamment dans la thématique qui vient d'être soulevée par Madame Lafontaine, à savoir le qualifiant. Je pense qu'on a des progrès à faire en termes d'autonomie des directions, en termes de simplification administrative. Il faut décloisonner les réseaux, donner plus d'air, plus d'autonomie. Voilà la solution ou les propositions de défi, celle du Parti Socialiste. Caroline Désir. C'est effectivement un grand sujet de préoccupation qui n'est pas propre à la Fédération de Bruxelles. C'est un problème mondial. Il manque 44 millions d'enseignants dans le monde, tout simplement, selon les chiffres de l'UNESCO. Et donc, on doit continuer à travailler sur cette question en permanence. Ça doit être une priorité de la prochaine législature. Sous cette législature, on a pris déjà 3 décrets de mesures de lutte contre la pénurie et on doit continuer à y travailler en s'attaquant pour le PS à 3 priorités. D'abord, les conditions de travail. On doit continuer à travailler sur la réduction de la taille des classes, en tout cas dans l'encadrement différencié, il nous semble, là où les conditions de travail sont les plus compliquées. On doit également travailler sur la simplification administrative. Je rejoins là-dessus ce qu'a dit François de Smet.
Je pense aussi que nous devons créer un barème pour répondre à la revalorisation des enseignants qui vont se former désormais en 4 ans plutôt que 3. On a eu un blocage sous cette législature du MR là-dessus, mais on doit répondre à ce problème pour pouvoir attirer des étudiants dans les filières pédagogiques. Et alors, on doit capter plus de personnes qui veulent se reconvertir, donc des enseignants de seconde carrière, notamment en revalorisant leur ancienneté acquise dans le privé, par exemple. Alors, la parole maintenant à Maxime Prévost pour les engagés. Vous savez, le pacte pour un enseignement d'excellence qui reste une feuille de route intéressante pour le long terme, ce qui est déjà un élément positif, il doit pouvoir être continué, mais pour pouvoir permettre que les réformes soient digérées, il faut peut-être en ralentir le rythme, parce qu'aujourd'hui, ça participe aussi de l'épuisement et des directions d'établissement et du corps enseignant. Ça ne sert d'ailleurs à rien de vouloir dispenser le meilleur des savoirs si, au final, il n'y a pas chaque jour, face à chaque classe, un enseignant. Nous devons effectivement assouplir les règles. Il est anormal aujourd'hui qu'un enseignant qui, au gré des opportunités, a démarré dans un pilier, se retrouve en incapacité de faire de la mobilité dans un autre réseau parce que son ancienneté ne serait pas reconnue. Il n'est pas normal non plus aujourd'hui qu'il y ait autant d'enseignants qui décident de jeter le gant en raison de la précarité des contrats. Combien d'entre nous ne rencontrons pas des jeunes qui disent « mais à un moment donné, j'arrête, je change parce que j'ai des contrats de remplacement, tantôt 3 mois ici, tantôt 4 mois là, et puis quand le titulaire qui était statutaire revient, bardaf, je suis éjecté. Je ne peux donc pas obtenir un prêt auprès de la banque qui ne demande évidemment qu'il y ait une garantie de stabilité d'emploi. Ça ne me permet pas de m'engager alors dans un processus et un projet de vie. C'est un vrai problème. Donc les engagés proposent qu'il y ait demain des contrats CDI qui sont octroyés et on ne doit pas le craindre puisqu'il y a une pénurie. Et donc même quand quelqu'un qui était titulaire d'un poste devait revenir au terme d'une maladie, par exemple, ça permettrait à la personne qui était là, plutôt que de perdre son emploi et de basculer au chômage, de pouvoir continuer dans des poules de remplacement. Parce qu'aujourd'hui, on a tenté cette expérience pilote tant à Bruxelles qu'à Charleroi. Et je pense que c'est vertueux d'avoir cette réserve de profs. Il y en a beaucoup qui sont motivés. Mais en fait, finalement, plus que la tension qui existe dans la classe et qui ne doit pas être négligée, parce que ne perdons pas de vue que le burn-out est aussi une des causes pour lesquelles il y a de plus en plus d'enseignants qui font un pas de côté. Et donc on doit être à leur côté, revoir aussi le rythme de la journée, avec des journées jusqu'à 17h, parce que tout le monde n'a pas fini parmi les parents à 15h30, mais en intégrant du sport, de l'art et de la remédiation. Alors je vais quand même préciser qu'on chronomètre les temps de parole et qu'on sera amené donc à faire des équilibrages au fur et à mesure de cette émission. L'éducation, c'est la mère de toutes les politiques. Donc maintenant, c'est Raja Malouane qui a la parole, si vous voulez bien, Monsieur Prévost. Merci beaucoup. Effectivement, renforcer le soutien aux enseignants et aux enseignantes, c'est une priorité pour les écologistes. Il y a toute une série de choses qui ont été faites sous cette législature, notamment avec Madame Désir qui les a évoquées. Et pour nous, le bien-être, renforcer le bien-être des enseignants et des enseignantes, c'est essentiel parce qu'il faut travailler à différents niveaux. Madame Lafontaine pointait un élément important, c'est le départ aussi des jeunes enseignants. On se retrouve parfois dans des situations où on a des jeunes enseignants qui arrivent sur le marché du travail, qui deviennent enseignants-enseignantes et qui, après quelques années, parce que les conditions sont difficiles, parce que la tension existe dans les classes, sont amenés à quitter. Et de l'autre côté, on a des enseignants plus âgés qui sont des mines d'or d'expérience et d'expertise qui, elles et eux, ont tendance à quitter le métier en étant fatigués et sans transmettre leur savoir. Et donc, nous, on a une proposition pour justement essayer de rééquilibrer et de dégager du temps de travail supplémentaire pour les jeunes enseignants également et pour les plus âgés également. C'est ce plan tandem qui permet aux plus âgés d'écoler et de soutenir les enseignants dans leurs premières années. Et ça permettrait aussi, je pense, c'est tout bénéfique pour les enfants, pour les enseignants, les enseignantes, qu'ils viennent d'arriver sur le marché ou qu'ils le quittent. Oui, alors Raoul Ledeveau pour le PTB. Je pense que la première chose qu'il faut, c'est du respect pour les enseignants. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu énormément dans les luttes sociales qui ont traversé le secteur. 10 manifestations qui ont mobilisé beaucoup d'enseignants, que ce soit à Liège, à Charleroi, à Bruxelles. Donc vraiment, ça montre en tout cas que le corps enseignant était vraiment mécontent d'une politique qui était menée. Et ce qu'ils m'ont tous dit, c'est Raoul, le respect. On doit nous écouter. Okay, on connaît le terrain. Il faut arrêter de venir toujours par le dessus, nous dire ce qu'on doit faire, etc. On connaît le terrain. 2, les tailles des classes. Ce n'est plus faisable aujourd'hui, les tailles des classes. Et donc je crois qu'avec le PTB, nous proposons ici aujourd'hui effectivement un maximum de 15 pour les enfants jusqu'à 8 ans et par après, un maximum de 20. On ne peut pas tenir des classes à 24, 25, 26 élèves, ce n'est pas possible. 3, les statuts.
les statuts, quand on entend que dans certaines écoles, des institutrices ont des points APE, donc c'est-à-dire des contrats, mais précaires de chez précaires, mais on organise la précarité dans le secteur, qui est un secteur public. Et le résultat de ça, c'est qu'effectivement, un enseignant sur 3 quitte après quelques années le secteur. Et ça, c'est un constat d'échec qu'on ne peut pas accepter dans une région qui est officiellement dirigée par la gauche, hein, entre guillemets. On ne peut pas accepter ça. Donc, il est temps aujourd'hui d'avoir vraiment une écoute et du respect pour les enseignants. Alors, on va quand même signaler que le mouvement réformateur fait partie de la majorité dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi en région wallonne. Georges Boucher qui termine le premier tour de table. Vous avez entendu d'ailleurs qu'il y avait des divergences, même au sein de cette majorité. Je crois que le point, il est simple, et je vais rejoindre d'ailleurs Raoul Edebo sur l'écoute des enseignants. Tout d'abord par rapport au pacte d'excellence. Le pacte d'excellence, on a un peu sacralisé quelque chose qui est devenu mais énorme. Et dedans, il y a des petites réformes, des grandes réformes, il y a des choses essentielles, des choses qui le sont beaucoup moins. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut refaire un calendrier avec les professeurs pour connaître à l'avenir les réformes. Si nous avons l'enseignement, et c'est un département qui nous intéresse fortement, eh bien, nous souhaiterions rétablir 3 ou 4 réformes que nous estimons fondamentales pour améliorer le niveau des élèves, avec un calendrier, une planification pour avancer avec les enseignants. Aujourd'hui, un des grands stress des enseignants, c'est qu'ils se disent: que va-t-il nous arriver demain matin? Est-ce qu'on va encore nous inventer quelque chose? Deuxième élément, c'est l'allègement administratif. Une des promesses du pacte, c'était de dire il y aura moins de charges administratives. Il y en a plus aujourd'hui. Tous les enseignants vous le disent. On n'arrête pas de recevoir des circulaires, on n'arrête pas de recevoir des charges complémentaires. Le troisième élément, c'est la question aussi de l'autorité de l'enseignant et des directions. Aujourd'hui, quand vous écoutez les profs, ils disent quand on donne des points, on vient contester ces points. Quand on donne une punition, c'est nous qui devons nous justifier d'avoir donné une punition. Ça n'est pas possible. C'est comme un arbitre au football. Si à chaque fois que l'arbitre donne une décision, il est contesté en permanence, il ne peut plus faire son boulot. Mais les profs aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire leur boulot. Et donc le politique, et je m'arrêterai là, doit aussi avoir le courage de temps en temps rappeler aux parents que l'autorité du prof, de la direction, ça se respecte. Parce que moi, quand j'entends les parents, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des HP. Alors, il y en a certains, c'est vrai, mais parfois, il y a aussi des enfants qui ne sont pas bien éduqués. Et il faut quand même rappeler que les parents ont un rôle à jouer en la matière. Justement, Georges-Louis Boucher, on va parler de ce pacte d'excellence. Peut-être poser la question à Caroline Désir. Est-ce qu'il faut ralentir, comme Maxime Prévost vient de le dire, ce pacte d'excellence ? Vous savez, on a dû en permanence adapter les calendriers du pacte ces 5 dernières années. Après 6 mois où j'avais prêté serment comme ministre, on a eu la plus grande crise sanitaire qu'on n'a jamais connue. On a dû fermer les écoles et on a mis plusieurs mois à les rouvrir. Donc on a dû en permanence aller écouter le terrain, voir ce qui était soutenable, ce qui n'était pas, et adapter les calendriers. Moi, je crois qu'il ne faut effectivement pas sacraliser des calendriers, certainement pas. On doit en permanence pouvoir être adaptable à tout ça. On doit d'ailleurs évaluer les réformes et on doit pouvoir les adapter au fur et à mesure. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais on doit garder un cap parce que les objectifs du pacte pour un enseignement d'excellence, c'est non seulement améliorer la qualité de notre enseignement, mais aussi réduire les inégalités scolaires qui le caractérisent beaucoup trop. Alors, effectivement, initier des changements en profondeur pareils, 18 chantiers de front qui touchent à tous les pans de l'organisation de notre système scolaire, ça fait bouger les lignes, c'est clair, et ça demande beaucoup d'adaptation sur le terrain. Ça n'a pas toujours été facile, parfois ça a frotté, c'est évident, et ça demande une mise en route. On a demandé parfois un travail qui n'avait jamais été fait dans les écoles. Je pense par exemple au travail qui a été fait sur le pilotage. Ils ont dû découvrir des indicateurs, des nouvelles procédures, etc. Et tout ça, c'est vrai que sans doute la charge de travail a été un peu sous-estimée. Mais ça ne va plus jamais être comme ça, puisque tout ce travail-là de démarrage, il est fait maintenant. Le tronc commun, notamment, poursuit son déploiement année par année. Et notamment, on a envoyé le message à l'enseignement fondamental de dire il n'y a plus de nouvelles réformes qui vont s'amener, puisque les enseignants, ils sont formés au fur et à mesure, les contenus ont été complètement modifiés et la façon d'accompagner les enfants aussi. Donc voilà, pour envoyer un message d'apaisement aux écoles, évidemment, il n'y a plus de changements structurels. Ce qui va arriver, ce sont des changements dans le secondaire, effectivement. Georges-Louis Boucher, je vous vois opiner. Mais non, justement, le problème aussi, c'est qu'on a rendu le dossier de l'enseignement un grand maelstrom comme ça, hyper complexe et administrativiste. En fait, c'est devenu de l'administration pour de l'administration, avec un jargonnage pas possible, vous venez de l'entendre, du pilotage avec des paramètres, etc. On a l'impression qu'on règle une fusée, alors qu'il faut rendre de l'autonomie aux professeurs. Et nous, notre volonté, c'est de revenir sur des choses assez simples. Il faut revenir sur les apprentissages de base. Il faut faire confiance
aux établissements. Alors quand vous voyez que maintenant il n'y a plus d'inspection, mais qu'on est sur du pilotage par rapport à des bassins, etc., on a rendu tout cela extrêmement compliqué. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il n'y a pas beaucoup de gens, même en commission enseignement, qui ont encore une vue d'ensemble du système, et donc les enseignants n'en ont plus. Et vous ne pouvez pas réformer si vous n'avez pas les acteurs du secteur que vous voulez réformer avec vous, qui sont en compréhension et en adhésion à ce que vous faites. Aujourd'hui, Madame la Ministre, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez plus du tout l'adhésion du terrain. Je pense que d'autres collègues l'ont fait, comme moi, à chaque fois que je rencontre des acteurs de terrain, ils sont aujourd'hui en opposition par rapport au pacte, alors que ça se voulait au contraire extrêmement inclusif. Alors justement, comment est-ce qu'on simplifie alors ? Monsieur De Smet. D'abord en rendant de l'autonomie, alors on parle des professeurs, mais je pense moi aux directions d'école qui sont très demandeuses sur le terrain, et bien d'un peu moins d'administratif et de plus de confiance. Et puis, si on a l'air quand même plus ou moins tous d'accord sur l'idée qu'il faut garder un cap du pacte d'excellence, mais qu'en effet le rythme des réformes doit être revu et qu'elles doivent être priorisées autrement, et que depuis le moment où on a établi la première fois le pacte d'excellence, le monde a un peu changé aussi. Et là, ça demande un débat pleinement politique sur quel genre de compétences veut-on favoriser. Je prends un exemple. Dans les pénuries de professeurs, il y a singulièrement celle des professeurs de langue. On sait que c'est vraiment un secteur extrêmement tendu. Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, ça ne devrait pas être une priorité ? Moi, je suis aussi très attaché, c'est un débat que j'ai parfois avec Madame Désir, même si elle me dit qu'il y a des choses en route, c'est vrai, aux compétences liées au monde de l'entreprise. Parce que je trouve qu'à la fin du secondaire, on a quand même peu de jeunes qui se lancent spontanément dans l'idée, tiens, je vais lancer une PME, ou je vais devenir indépendant, ou je vais créer de la richesse. Quelles sont les compétences polytechniques, de codage, d'apprentissage, de faire un budget qui devrait être implémenté. Là, effectivement, voyons entre future majorité et future opposition les priorités et voyons comment phaser pour que l'enseignement soit encore plus ouvert au monde réel, au monde d'aujourd'hui, qui a changé depuis les premiers pas du pacte d'excellence. Raja Mawan, vous voulez réagir ? Effectivement, sur le pacte d'excellence et de manière générale sur l'enseignement, nous pensons comme écologistes qu'en fait, toutes les réformes et toutes ces discussions doivent se faire avec le monde scolaire et pas décidées uniquement par le politique de son côté. Et dans le pacte d'excellence, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont intéressantes. On a progressé sur des chantiers, on n'a pas encore parlé, mais de la gratuité scolaire, de l'inclusion dans les écoles, de la lutte contre le harcèlement, effectivement. Ce sont des choses qui sont positives et sur lesquelles on doit pouvoir continuer à progresser. Ce qui est essentiel aussi aujourd'hui, quand j'entends les discussions, parce qu'on a... J'imagine en ce moment beaucoup de discussions, et pas qu'en ce moment d'ailleurs, avec des acteurs et des actrices de terrain. Ce qu'on nous dit effectivement, et je pense que ça c'est essentiel, et il y a du travail qui est mis et qui doit être mis en place pour ça, c'est de renforcer en fait la concertation avec le secteur. Faire confiance aux acteurs et aux actrices de terrain, faire confiance à leur expertise pour continuer à faire progresser ensemble l'école, qui est un endroit extrêmement important, et rétablir aussi le plaisir au sein des écoles, le plaisir pour les enseignants d'enseigner, le plaisir pour les enfants d'apprendre. Justement, Raoul Edouard, comment est-ce qu'on réenchante alors ce milieu scolaire ? En lui donnant des moyens, parce qu'on va pas tourner autour du pot, c'est ce que tous les enseignants disent, quoi. Je veux dire, c'est ouais, sur papier c'est beau, les directives on peut être d'accord avec, mais on n'a pas les moyens qui accompagnent. Or, si on veut résoudre les inégalités, on a besoin d'avoir des moyens pour ça, parce que tantôt on a parlé de l'enquête PISA. Moi, pendant mes jobs étudiants, je corrigeais les enquêtes PISA. On est dans un des enseignements les plus inégalitaires en Europe. Je veux dire, c'est fou, quoi. Je veux dire, dans une région où les forces progressistes sont aussi fortes, le déterminisme entre d'où vient un enfant et comment il finit sa carrière scolaire, c'est du déterminisme fort chez nous. Et donc, on doit mettre des moyens parce que l'école doit contrer ça. Pourtant, donc, en Europe, la Belgique, c'est celle qui met le plus de moyens, un des pays qui met le plus de moyens dans son enseignement. C'est bien ça. C'est ça le problème. Là, on va revenir tout de suite sur la question du gaspillage, effectivement, les énergies en matière de réseau. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est quand même important. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a des choses positives dans le pacte, parce que moi j'insiste là-dessus, la question de la gratuité effectivement du matériel scolaire, on a cité tout à l'heure, je crois que ça c'est des pas dans la bonne direction, mais je pense que la question des moyens est essentielle, et le corps enseignant, évidemment les enseignants sont très en colère sur la question de l'évaluation et des sanctions, Alors pas tourner autour du pot, la colère est profonde en disant on a déjà difficile, et qu'est-ce qu'on nous concocte, c'est en fait un contrôle et des sanctions à la clé, quoi. C'est quand même un mauvais signal qui est donné. Je suis désolé, quoi. Franchement, aujourd'hui, je trouve qu'on ferait mieux d'écouter les enseignants plutôt que de commencer à les culpabiliser. Oui, alors encore un mot de Maxime Prévost quand même sur cette idée de ralentir le pacte pour un enseignement d'excellence. On ralentit de combien ? L'enjeu, c'est de ralentir le rythme. Je ne sais pas de vous dire ici de 6 mois, de 9 mois, ça n'a aucun sens. Je voudrais quand même rappeler que ce pacte, il n'a pas été pondu en chambre, il a quand même été concerté avec les acteurs donc, sur de le principe, l'enseignement. vous continuez de le soutenir ? Oui, bien entendu, parce que je reste convaincu que pour mener une politique à bien, surtout qui cherche à avoir des changements structurels, il faut un cap qui soit
ne soit pas mis en cause à chaque fois. On l'a vu avec le nucléaire, faire un pas en avant, 2 pas en arrière, ce que ça a donné. Gardons le cap, mais ajustons effectivement le rythme. Monsieur De Smet parlait tout à l'heure de la pénurie de professeurs en langue, mais en même temps, le fait de ne pas avoir aligné avec la Flandre le changement des rythmes scolaires. On va justement arriver sur ce thème-là. Donc tant mieux, je l'aborde. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Tous les professeurs flamands qui venaient donner les cours d'immersion, les native speakers, sont en train de retourner en Flandre parce que ça a complètement déstructuré leur vie familiale, puisque ce n'est plus en adéquation avec les congés de leurs propres enfants. Donc là, par exemple, nous sommes quelque part en co-responsabilité dans la difficulté qui est générée sur le terrain. Raison pour laquelle on doit aligner ces rythmes scolaires. Ça veut dire qu'on revient en arrière? Non, je pense que le rythme scolaire, la décision qui a été prise par la communauté française est bonne. Je pense qu'on doit convaincre aux néerlandophones et aux germanophones de s'aligner. Et je note d'ailleurs que du côté des Flamands, ils sont en train d'évoluer sur cette question. En dehors des réticences de la NVA, les autres formations politiques sont plutôt acquises à l'idée. Alors, Georges Boucher, on garde le nouveau rythme scolaire ou pas? Donc, indépendamment des rythmes scolaires, la question, et je pense que c'est une différence par rapport à ce qui est exprimé. Mais sur les rythmes scolaires, on les garde ou pas? Oui, mais nous ne sommes pas dans une idée de dire on ralentit le rythme. Pour nous, il faut remettre à plat le pacte. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner les réformes qui sont nécessaires, refaire un calendrier sur cette base-là, diminuer la masse de ces changements et rendre un objectif au tout. Mais de se dire on va faire exactement tout ce qui est prévu, aujourd'hui on voit que ça ne correspond pas et je pense qu'il faut à nouveau refaire un débat parce que M. Prévost a dit quelque chose d'important. On a consulté tout le monde, effectivement. Mais moi, je suis quand même très surpris aujourd'hui d'entendre les enseignants sur le terrain par rapport à ce qui nous a été dit par ceux qui sont censés les représenter autour de la table. Et donc, moi, je préfère m'adresser à ceux qui sont sur le terrain que ceux qui ont été en bureau pour dire de participer et qui aujourd'hui, d'ailleurs, changent un petit peu d'opinion. Donc, nous, politiques, on doit être ouverts à ça. Et sur les rythmes scolaires, très clairement, il faut travailler à les unifier et donc, effectivement, tenter de convaincre la Flandre. Mais je pense que très franchement, ça devrait se faire lors de la prochaine législature quand on sent les tendances politiques dans les autres communautés. Petit point sur les temps de parole, Georges Boucher, Maxime Prévost, il va falloir diminuer un petit peu votre enthousiasme dans ce débat. Caroline Désir, ce que je viens d'entendre, ça ressemble un peu à un détricotage du pacte d'excellence. Absolument, et je voudrais me défendre un tout petit peu sur le bilan de la Fédération Wallonie-Bruxelles là-dessus. D'abord, sur le timing, je vous signale à tous que le pacte, c'est déjà un projet sur 15 années. Il est absolument urgent et nécessaire, et donc on peut évidemment revoir des plannings, mais il faut faire attention à ne pas postposer des réformes trop longtemps. Détricoter le pacte ou le remettre à plat, Monsieur Boucher, je crois qu'il faudrait que vous connaissiez un peu mieux le dossier, parce qu'en fait, on est en plein milieu du tronc commun. On a passé déjà beaucoup de temps à former, accompagner, etc. les enseignants de maternelle. On est arrivé à la 4e primaire. L'année prochaine, on commence avec la 5e primaire. Les enseignants que je rencontre, c'est sans doute pas les mêmes que les vôtres, mais en primaire, ils sont aujourd'hui absolument contents des formations qu'ils ont reçues, sur les nouveaux référentiels, de la manière dont on a abordé les nouveaux contenus, bien sûr, avec plaisir. De la réforme des rythmes scolaires qui les a vraiment calmés au niveau du rythme, qui leur a apporté du bien-être et qui revoit vraiment maintenant de la cohérence dans le pacte entre ce qu'ils ont conçu en équipe au travers des plans de pilotage et toute la cohérence qu'on essaye de mettre dans le contenu des formations et dans l'accompagnement des élèves. Je vous assure que entre la situation il y a 3 ans dans les écoles primaires et aujourd'hui, on a retrouvé une véritable sérénité et je vous invite tous à aller voir parce que les enseignants simplement ont enfin vu l'aide arriver, reçu les moyens d'accompagnement. Vous disiez, Monsieur Debeau, qu'il faut des moyens. Eh bien, on a mis les moyens. 1000 enseignants supplémentaires en maternelle, 1600 en primaire pour faire de l'accompagnement personnalisé et suivre le rythme des enfants pour dénouer les difficultés d'apprentissage. Ça, c'est du concret et ils voient la différence sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'en secondaire, il y a peut-être plus de crainte aujourd'hui parce que les enseignants ne savent pas encore très bien, on va dire, à quelle sauce ils vont être mangés et ce qui va leur tomber dessus dans quelques années. C'est normal, c'est encore en cours de développement. Mais en primaire, allez vous renseigner. Vraiment, les enseignants aujourd'hui, ils sont... que les enseignants se plaignent. Hein, franchement, allez discuter avec eux du contenu. Allez discuter avec eux du contenu des nouveaux apprentissages, du renforcement des savoirs de base, de la manière d'accompagner les enfants. Je suis interpellé juste pour dire ce que les gens disent. Les enseignants et les institutrices sont volontaires. C'est pas ça la question. Je veux dire, il faut un changement. Et ils aiment leur métier. À fond, ils sont passionnés. Et par contre, ils disent tous la même chose, que les moyens qui sont donnés sont insuffisants. Alors, je voudrais que je vous donne la parole sur tous les thèmes. Et vous avez déjà parlé, Monsieur Prévost. Je voudrais entendre Monsieur Edebeau, Madame Mawan et Monsieur De Smet sur est-ce qu'on remet en cause le pacte d'excellence, son rythme. Est-ce qu'on réévalue? Qu'est-ce qu'on fait avec ce pacte d'excellence? Moi, je pense qu'il faut vraiment... Est-ce que c'était une bonne chose déjà?
Mais je pense que l'intention était bonne, et ça, on est au cœur de la question de la concertation. C'est que je pense qu'effectivement, elle a été insuffisante, ça me paraît clair, et qu'aujourd'hui, le corps enseignant demande effectivement de pouvoir revoir pas seulement le rythme, mais aussi les finalités. J'ai quand même dit en matière d'évaluation, en matière de sanctions, etc. C'est pas des petits points secondaires que le milieu a mis. Et il y a eu 10 manifestations ces dernières années. Hein. On n'avait plus connu ça depuis les fin des années 90. On conserve le pacte et on garde le rythme. Donc non, on le conserve pas. Non, il faut pas en avoir. Ouais. Rana Mawane. Pour nous, il faut poursuivre. J'ai répondu déjà à la question, même parce que je suis concise et précise dans mes temps de parole, mais donc j'ai répondu à la question. Il faut... Merci beaucoup, merci de le souligner. Merci à mes enseignants qui me regardent certainement. Donc oui, il faut poursuivre dans cette direction. Et j'ai dit, il y a des acquis positifs. On a parlé de la gratuité, on peut parler de la réforme justement du calendrier scolaire, ce qu'on a essayé de faire juste avant d'être interrompu. Mais effectivement, c'est quelque chose vers lequel on doit continuer à aller. Mais là où je le dis, il faut davantage de concertation, parce qu'on a vu effectivement certaines mobilisations. Et là, il faut pouvoir entendre les acteurs et les actrices de terrain et leur donner toute la confiance et l'écoute nécessaire à leur expertise. Voilà, autre bon élève qui attend son tour de parole, François De Smet. Oui, je suis toujours comme ça. On ne détricote pas, on réoriente et on ralentit le cas échéant selon les nouvelles priorités parce que le monde a changé. J'ai cité 2 exemples, j'en ajoute un 3e, la question de la santé mentale des élèves, la question du harcèlement des élèves, mais aussi d'ailleurs des profs par les élèves. Je crois que c'est M. Boucher quelqu'un d'autre qui l'a évoqué, le fait qu'en effet, il y a aussi des enseignants qui ont la charge mentale de se faire enguirlander par des parents. Ça, c'est des nouvelles thématiques. J'aimerais bien les voir davantage abordées dans la nouvelle version du pacte d'excellence et sur les moyens. Pardon, mais il faut le rappeler. En fait, notre enseignement, il est tout aussi bien financé que dans d'autres pays. Ça veut dire que nous perdons de l'argent dans de l'organisation, dans de l'héritage du passé entre réseaux, dans une forme de rigidité qu'il faut absolument pouvoir combattre. Mais s'imaginer que c'est simplement en allant sonner à la porte du fédéral ou d'un autre pouvoir ou de je ne sais pas où qu'on va régler le problème, ça ne marchera pas. On doit régler ça avec l'enveloppe que nous avons. Alors justement, si on parle enveloppe... Juste si on reprenait le réseau libre dans le réseau aujourd'hui WBE, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Il faudrait racheter des bâtiments, il faudrait réégaliser le niveau de financement. On va rester dans les questions qu'on pose, si vous voulez bien, Georges Boucher. Le redoublement, c'est 400 millions d'euros chaque année. Alors justement, on va parler d'argent. Ça va vous intéresser, on parle d'argent. Allez, on parle de gratuité scolaire qui consiste donc à prendre en charge les fournitures scolaires plutôt que les parents les payent. Ce sera étendu à la prochaine rentrée au 3e primaire. Vous voulez des chiffres, ça coûte apparemment 24 millions d'euros par an à ce stade. Alors, faut-il poursuivre et étendre cette mesure ou est-ce qu'on ferait mieux d'utiliser l'argent ailleurs? Alors attention, vous avez maximum 30 secondes pour répondre. Et je vais demander à Raja Mawane de commencer. On va vous mettre un petit chronomètre derrière vous, comme ça vous allez savoir que vous ne pouvez pas dépasser. L'accès à l'enseignement doit être gratuit, c'est pas nous qui le disons, mais c'est la Constitution. Et donc effectivement, on veut garantir cette gratuité. Il y a des choses positives qui ont été faites, donc notamment la question de la gratuité des repas dans les cantines, etc. Ça doit devenir un droit effectif, ça doit devenir un droit concret pour les familles et on doit pouvoir soutenir les écoles pour le faire. Ça ne doit pas se faire au détriment d'autres choses. On doit pouvoir justement là-dessus développer davantage de moyens et donc ça doit être effectivement un droit concret et effectif. François De Smet. J'attends la fin de la cloche. Vous pouvez y aller. La gratuité de l'enseignement, oui, certainement, ça doit continuer, évidemment. Simplement, on en est quand même à une faiblesse de moyens globaux de nos pouvoirs publics, où d'abord, rien n'est jamais gratuit, c'est toujours le contribuable qui paye quand ce n'est pas le consommateur. 2, de la même manière que les revenus des parents comptent pour une crèche, est-ce qu'on ne devrait quand même pas commencer à réfléchir à une gratuité différenciée, par exemple pour les petites choses comme les cantines scolaires, selon les revenus des parents? Est-ce qu'offrir de la gratuité à tout le monde, en ce compris pour ce genre de petites choses, en ce compris aux parents qui ont énormément de revenus, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les moyens envers, selon la déclaration fiscale, les parents les plus démunis? Il faut peut-être cibler. Maxime Prévost. Oui, le principe même de permettre que notre enseignement soit dispensé de manière gratuite me paraît être fondamental. C'est d'ailleurs un des éléments de l'ADN de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne pense pas pour autant qu'il faille considérer que demain, tous les repas dans toutes les cantines doivent être accessibles gratuitement. Si la communauté française devait avoir plusieurs dizaines de millions d'euros disponibles, je pense qu'elle devrait l'injecter dans des politiques plus prioritaires pour le renfort des corps enseignants. Parce que c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Les 1600 agents pour la remédiation qui ont été engagés, dans les faits, ils ne la pratiquent pas. Ils remplacent les profs qui sont absents. Merci. Raoul Edebo. Oui, je pense que la gratuité de l'enseignement, en fait, c'est repris dans le pacte de New York dont la Belgique est signataire. Donc c'est un but démocratique et donc on doit y arriver. Et donc aujourd'hui,
constate que 6 à 7% des élèves ont accès au repas gratuit, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que la logique est assez claire, c'est qu'il y a une question d'égalité derrière. Pour 1 euro que vous investissez dans des repas gratuits, vous avez 1,71 € en retour par intégration dans la société, par les soins de santé, etc. Donc vraiment, ça rapporte beaucoup à la société. Donc oui, il faut aller vers un enseignement gratuit. Georges-Louis Boucher. Écoutez, sur le principe de la gratuité, je pense que tout le monde sera favorable. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la gratuité telle qu'elle est organisée, elle est soviétique. Et donc, elle détruit certaines opportunités. Par exemple, sur des voyages scolaires ou des sorties. Il y a la fameuse farde en carton que vous recevez en début d'année. Il ne faut pas l'abîmer avant la fin de l'année. Moi, je reste quand même convaincu qu'il faut privilégier les moyens publics pour aider les personnes qui en ont réellement besoin. Mais les gratuités généralisées n'ont souvent pas beaucoup de sens. Je suis en capacité de payer une farde à mon gamin, je préfère payer la farde, mais que derrière, les moyens publics permettent à des enfants de faire des voyages scolaires qu'ils ne peuvent peut-être pas faire avec leur famille. Caroline Désir. Alors, on est très fiers des avancées en termes de gratuité sur cette législature. D'abord, il y a 300 000 enfants maintenant à qui on ne réclame plus des frais de matériel scolaire à la rentrée. Ça permet aussi aux écoles de faire des économies d'échelle et aussi d'apprendre à partager du matériel, etc. Donc, ça nous paraît positif. Sur les cantines, on a commencé par travailler sur les écoles en encadrement différencié. Donc, c'est le quart des écoles les plus pauvres de la fédération et ça correspond à un vrai besoin. Sans ça, il y a des enfants qui arrivent à l'école le ventre vide et qui n'ont rien à manger à midi. On ne peut pas leur demander de se concentrer, sinon pas ça. On doit continuer avec les frais de matériel informatique et les frais d'équipement dans le qualifiant. Ce sont deux choses qui pèsent dans le budget des familles. Allez, je vous propose de passer maintenant à l'enseignement supérieur. Donc le décret paysage, fallait-il le modifier et sauver des étudiants menacés d'exclusion? Alors beaucoup de choses ont déjà été dites, on vous propose de regarder vers le futur. Alors au-delà de ce qui s'est passé cette année, quel est le système qu'on appliquera pour les années à venir? Donc est-ce qu'on revient au décret Glatini ou pas? Allez, commençons par Raoul et Debeau cette fois-ci. Vous savez que le PTB est un parti constructif, donc de ce côté-là, effectivement, je vais dire, ça me paraît assez clair que beaucoup d'étudiants allaient être victimes en fait d'une sélection sociale, parce qu'entendons bien, cette réforme du décret, elle allait toucher d'abord les couches populaires, les étudiants qui doivent faire des jobs étudiants, etc., pour payer leurs études. Et de ce côté-là, j'avais entendu que, notamment M. Magnette a dit que le PTB ne servait à rien, mais non, on sert à quelque chose, c'est-à-dire qu'avec nos voix, on a pu aller chercher une majorité alternative, et je crois que c'était important de pouvoir collaborer entre partis progressistes, et peut-être ça nous permettra même d'avoir un gouvernement ensemble après les élections du 9 juin. Donc je pense que là, il y a quand même un fait majeur. Je pense que cette lutte commune qu'on a menée avec le PSD Écolo peut-être prédisposer à un gouvernement après le 9 juin, si ça marche une fois. Je vais vous ramener dans les rails de la question d'Audrey, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines années? Est-ce qu'on remet à un système de sélection avec des durées maximales à ne pas dépasser pour les étudiants? Est-ce qu'on en revient, par exemple, à celles qui étaient prévues par le décret Glatini, où elles étaient trop sévères? Non, au minimum, en tout cas, on y revient. En tout cas, ça me paraît clair. Mais moi, il faut revoir complètement. On doit avoir un enseignement de la réussite. Moi, j'en ai marre, vraiment, cette question. Donc, ça veut dire pas de limitation pour les durées d'études des étudiants? Écoutez, moi, je connais j'ai plein de potes qui ont fait effectivement 8 ans pour nos enseignants qui sont devenus des excellents ingénieurs. Hein, ok, donc les sélections sociales, elles sont là. Notre problème, c'est qu'avec le peu de moyens qu'il y a dans l'enseignement, on sélectionne socialement. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de talents qu'on va gaspiller. On doit avoir un enseignement de la réussite, pas de la sélection sociale. Et on est un des enseignements dans l'OCDE qui sélectionne le plus en fonction de l'origine sociale. Et ça, je trouve ça révoltant pour un enseignement. Georges Boucher. Alors, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas assez de moyens. On a un des enseignements les plus chers par élève de l'OCDE, en particulier dans l'enseignement secondaire. Mais un des éléments de problème, c'est qu'un élève sur deux de moins de 15 ans a déjà doublé une fois en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je le disais, ça coûte 400 millions d'euros. Donc là, on parle du supérieur. Eh bien oui, mais en supérieur, c'est pire. En supérieur, on arrive à 60% d'échecs en première année. Donc nous avons des financements qui financent essentiellement de l'échec. Et on veut toujours résoudre les problèmes du supérieur dans l'enseignement supérieur, alors que les problèmes du supérieur datent des toutes premières années d'enseignement. D'où une obligation. On les explique parce qu'il n'y a pas un apprentissage suffisant des compétences de base. J'ai moi-même été assistant à l'université. En 3e année en baccalauréat, j'avais parfois des étudiants qui avaient du mal à comprendre l'énoncé. On donne des remédiations en français aujourd'hui à l'université. C'est un non-sens. Quand, grâce à Valérie Glatini, on a imposé un examen de maîtrise du français à des futurs enseignants, taux de réussite moins de 25%. Donc le problème, il est dès les premières années. Donc nous voulons une obligation scolaire à 3 ans pour justement résoudre les difficultés d'inégalité sociale et avoir un meilleur suivi sur l'apprentissage du lire, écrire, compter. Et sur les compétences en matière de supérieur, nous, c'est très clair. Et il n'y aura pas une discussion qui pourra sortir de ça. C'est un point non négociable. Nous voulons revenir à la réforme Glatini
pour les prochaines années. Donc dans la négociation d'un gouvernement, ce sera soit la réforme Glattini, soit sans le mouvement réformateur. Alors Raja Mawan, est-ce que ce sera le retour à la réforme Glattini pour Écolo? Vous êtes un petit peu en retard sur le temps de parole, vous pouvez prendre votre temps, vous. Ça me fait plaisir, merci. Sur cette réforme Glattini, pourquoi on a demandé à la revoir? Parce qu'en fait, c'était une réforme qui amenait des exclusions d'étudiantes et des étudiants. C'était une réforme inégalitaire. On a demandé des chiffres qui ne sont pas parvenus et entre l'obstination du MR dans cette réforme et le texte du PTB, on a trouvé un terrain d'entente entre les deux et une solution de compromis qu'on a soutenue avec le Parti socialiste. On n'a pas voté la réforme, le texte du PTB et on a fait face à l'obstination et on a fait preuve de bon sens et de pragmatisme avec le PS. Et d'ailleurs, petit rappel, on n'a pas eu besoin des voix du PTB pour y parvenir. C'est faux. Et donc, vous avez rejeté le renvoi au Conseil d'État grâce aux voix du PTB. Mais ne mentez pas. Et comme ça, vous pourrez finir tranquillement. C'est un mensonge factuellement. Je n'ai pas menti. Donc, merci d'arrêter d'accuser les gens et de les interrompre. Mais il y a 2 journalistes, vous pouvez quand même témoigner du vote au Parlement. Sur le vote final, il y avait des absents du côté des opposants à la modification du décret. Raja Mawan. Merci des faits, c'est important. Et le renvoi au Conseil d'État, M. Allez, M. Boucher, je peux terminer, s'il vous plaît? Donc sans les voix du PTB, est-ce qu'ils auraient pu passer? C'était l'étape d'avant. Raja Mawan. Merci. Les faits, donc les faits, vous avez besoin des voix du PTB. Donc je ne réponds pas à M. Boucher, je réponds à votre question. Et donc la réforme Glattini, il faut la revoir parce qu'en fait, elle était inégalitaire et elle amenait pas mal d'exclusions. On n'a pas eu besoin des voix du PTB, on a trouvé une solution de compromis, ce qui était important. Et donc pour nous, il faut une réforme. Et ça, tous les acteurs et les actrices le disent, il faut une réforme et on doit la construire avec le monde académique, avec les enseignants et les enseignantes. Juste un petit mot sur la finalité. Quand on reçoit un CV, on ne demande pas aux personnes en combien de temps vous avez fait vos études. On regarde le diplôme qu'ils et elles ont obtenu. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Il y avait quand même une opposition du monde universitaire. Beaucoup d'enseignants disaient on n'avait pas besoin de toucher au décret Glattini. Il suffisait d'activer des dérogations et ça aurait résolu les problèmes. Et les profs d'université, souvent, ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés dans ce dossier. Pour certains, peut-être. Et puis j'en ai rencontré d'autres. Certains se sont même exprimés publiquement dans les médias pour soutenir la réforme. Et donc, effectivement, ici, l'idée, c'était de mettre un freeze pour cette année-ci et de construire la réforme avec le monde académique, avec les enseignants, les enseignantes et avec les experts. C'est quand même une réforme que vous avez votée il y a 2 ans. Mais donc, effectivement, je l'ai dit, on a demandé des chiffres en demandant déjà, à l'époque où on l'avait voté, de dire que l'évaluation ne devait pas attendre 2025 ou 2026 et qu'on y reviendrait le cas échéant si les chiffres nous montraient qu'on allait droit dans le mur et qu'il y avait un risque d'exclusion pour plusieurs centaines et plusieurs milliers d'étudiantes et d'étudiants. François De Smet, quel est votre regard par rapport à ce dossier ? Alors, 3 choses. 1, sur le plan politique factuel, heureusement que Raoul Edbo est là pour nous confirmer que c'était bel et bien une majorité alternative. Le PS Écolo essaie de nous faire croire que ce n'est pas le cas, mais je suis désolé, on peut le retourner dans tous les sens. C'est bien le cas, et en tant que tel, ça m'inquiète. Ce serait n'importe quel sujet, ce serait en soi inquiétant. 2, moi j'écoute les académiques qui sont catastrophés par le résultat final. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas une réforme à faire, parce que très objectivement, c'est vrai, les cohortes, comme on dit, d'étudiants qui ont souffert du Covid, en secondaire et puis en début de supérieur, mérite qu'un certain assouplissement existe. Mais on ne devait pas aller jusqu'à une remise en cause complète du décret Glattini. 3, objectivement, l'éléphant au milieu de la pièce dont personne ne parle, le plus important, ce n'est pas la durée des études, c'est le problème en amont, à savoir qu'en effet, non seulement on a, déjà du temps du décret Marcourt, il y avait déjà 60% de taux d'échec en première année, mais ce taux s'est aggravé malgré le décret Marcourt. Ça veut donc bien dire que ce qui manque, c'est l'orientation. Et nous, on a une proposition toute simple, c'est un test d'orientation obligatoire. Chaque étudiant en première année du supérieur est contraint de faire un test sur ses compétences de base dans la filière où il est inscrit. S'il échoue, il peut continuer, mais il est contraint de signer un contrat de remédiation et de se réorienter sur ses acquis de base, c'est-à-dire de suivre les remédiations qu'il lui faut pour obtenir les acquis qui lui manquent, ou de se réorienter. Si vous n'arrivez pas à faire diminuer ce taux d'échec, à mieux orienter les étudiants en première année, même si c'est en partie les lacunes de notre enseignement inégalitaire, ça a été dit, on va continuer à se concentrer sur la durée des études, et c'est le mauvais biais, c'est l'orientation qui cloche. Caroline Désir, il faut réorienter ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que, premièrement, un des objectifs du pacte, c'est précisément, donc du pacte que M. Boucher veut détricoter, c'est précisément de diminuer le taux de redoublement qui est délirant en Belgique. Pas en nivelant par le bas, en aidant les enseignants à aider les élèves qui sont en difficulté à avoir un bon niveau, notamment en sortant On est du sur le secondaire. décret paysage. Oui, mais c'est important parce que c'est lié, en fait. 2, le véritable angle mort du débat, dont on parle très peu, c'est que, en fait, les étudiants qui sont entrés dans l'enseignement supérieur en 2022, sous l'ère du décret Glatini, c'est précisément ceux qui ont vécu 4e, 5e et 6e secondaire pendant la période Covid. 5e secondaire, enseignement à distance quasiment pendant une année. On a perdu 20 points dans les classements PISA. Pas que la Belgique francophone, évidemment, je ne suis pas fière de ça, c'est tous les pays de l'OCDE. Et on s'attend à ce que précisément cette cohorte-là, à qui on a mis les critères de finançabilité les plus stricts, comme par miracle, s'adapte à l'université ou aux écoles du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, ce qu'on a voulu simplement, c'est donner un tout petit peu d'air au système, le temps qu'on ait des chiffres pour voir en fait ce qu'on est en train de produire. Alors, on ne s'est pas basé sur les chiffres de la FEF, contrairement à ce que la maire aime bien raconter. On n'a pas eu d'autres chiffres de Françoise Berthiaud. Mais par contre, les hautes écoles nous ont alertés en disant il y a quand même 10-20% d'étudiants qui risquent d'être éjectés du système de l'enseignement supérieur. Non, en 2021, on était en pleine crise Covid. Non, on était en plein... Mais M. Boucher, soyez un peu honnête. On était en plein milieu de la crise. On n'avait aucun recul là-dessus. En 2021, vous étiez à la fin de la crise. Et vous saviez... On ne savait pas les résultats de l'enseignement secondaire. Est-ce que vous êtes OK, par exemple, d'éjecter du système de l'enseignement supérieur 20 000 étudiants ou 30 000? Parce que c'est de ça qu'on parle. Non, on ne sait pas combien d'élèves vont réussir en juin et en septembre. Mais c'est bien ça le problème. C'est exactement ça le problème. Et donc les jurys étaient prévus. On verra après les examens de septembre où on en est au niveau des chiffres et on verra s'il faut ou pas revoir à la marge peut-être le décret Glatini. On ne l'a pas détricoté en profondeur. On l'a changé sur trois aspects juste pour pouvoir sauver une cohorte d'étudiants. Donc je repose quand même maintenant. peut-être la question. Est-ce qu'on revient au décret Glatini après ou Alors nous, on n'est pas pour revenir au décret Marcourt parce qu'effectivement, il n'a pas fait ses preuves. On a aménagé ponctuellement le décret Glatini sur 3 points et on veut une évaluation avec les chiffres pour voir ce qu'on fait maintenant du décret Glatini. Dans le futur, on n'a pas encore de position fixe. Je suis désolée, on a besoin de chiffres. Maxime Prévost. En l'occurrence, la séquence a été lamentable parce qu'on a improvisé par crainte de répercussions électorales du côté des partis de la gauche, au coin de la table, une réforme qui a constitué, au lieu de cibler, sur base d'ailleurs des amendements que nous avions proposés, les quelques points de correctif, dont notamment immuniser cette année lié à la période Covid, dont notamment permettre à ceux qui réussissaient leur examen de rester finançables. Ici, la gauche, aidée par le PTB, a voulu renverser la table. Et c'est comique de voir qu'il y a quelques minutes, on parlait de la nécessité de faire confiance aux enseignants dans le secondaire, mais que cette même confiance, vous avez refusé de l'accorder au corps enseignant dans le supérieur, qui avait tout le loisir, sur base du parcours des étudiants, de pouvoir favoriser la poursuite de leurs études ou pas. Ici, on s'est précipité, on a remis tabula rasa, ce qui crée une grande insécurité aussi, parce que ça crée de nouvelles discriminations pour d'autres étudiants. Et donc, on a voulu finalement déshabiller Paul pour habiller Pierre, ce qui n'est pas une bonne solution. Nous sommes demandeurs, et nous l'étions, que ce soit évalué avec sérénité. Et ça devra donc être réévalué en début de législature prochaine. Parce que ce que vous, PS Écolo et PTB, vous avez complètement rebattu comme carte par la précipitation et la crainte de la sanction électorale, va effectivement créer de nouvelles discriminations. Et donc, avec sérénité, il faudra réévaluer ça pour redonner confiance aux enseignants et de la perspective aux étudiants. Parce que c'est vrai, on ne peut pas non plus être dans une démarche au rabais en considérant que parce qu'on commence des études universitaires ou supérieures, on a l'obligation de les réussir. Ça ne correspond pas nécessairement ni au parcours de vie, ni aux aptitudes de tout le monde. Et permettre déjà qu'un master de 5 ans soit réussi en 9 années, c'est déjà, me semble-t-il, pas mal. Et donc là, on a finalement à chaque fois levé tous les obstacles possibles, ce qui peut donner le sentiment qu'on tire vers le bas les exigences, pourtant de formation qui doivent être tirées vers le haut pour ne pas non plus brader la valeur du diplôme. Et donc je regrette la mauvaise séquence que nous avons connue. De réussite, monsieur Prévost. Mais non, évidemment que pas. Mais non, c'est 45 crédits pour rester finançable, pas pour réussir une année. Vous enfumez le débat expressément. On n'a pas changé les conditions de réussite à aucun moment. Finançable, Madame Désir. Alors, je vous propose qu'on en reste là sur l'enseignement. On est à peu près à la moitié de cette émission. On a d'autres thèmes qu'on voudrait aborder. On n'a pas touché
On n'a pas touché aux critères de réussite, c'est sur les aspects de finançabilité, c'est une question de justice et d'équité sociale. C'est pour ça aussi, parce que le MR refusait de donner des chiffres et on les a réclamés à plusieurs reprises. On les a réclamés à plusieurs reprises sur la table du gouvernement. Allez, on passe au chapitre suivant, si vous voulez bien. On doit refinancer l'enseignement supérieur Oui, et supprimer l'enveloppe fermée. Je vais faire la police du débat. En première année, on retrouverait Allez, c'est Audrey qui Il y a un autre secteur enchaîne, qui a si vous voulez envie bien. d'être refinancé parce qu'il se sent aussi délaissé, c'est celui de la petite enfance. Ils étaient encore dans la rue pas plus tard qu'hier. Alors d'après les chiffres de l'ONE, pour les 0-2 ans et demi, il y a 37 places en crèche pour 100 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors comment fait-on pour créer plus de places ou pour offrir des alternatives plutôt abordables pour les parents? Encore une fois, ici, vous avez 30 secondes pour répondre. Voilà, on limite le temps. On va commencer par Maxime Prévost. 30 secondes pour la petite enfance. Alors, les engagés souhaitent doubler d'ici 2030 le nombre de places en milieu d'accueil qui soient disponibles, réactiver d'ailleurs et revaloriser le métier de puéricultrice. Il en manque actuellement 800 pour encadrer nos bambins. Nous souhaitons aussi, à terme, une fois que ces places seront disponibles, en favoriser l'accessibilité financière, en rendant progressivement, de manière soutenable sur le plan budgétaire, ces places de crèche gratuites, pour éviter que ce soit un frein pour les familles, et notamment les mamans seules, pour trouver un emploi et pour offrir un bon encadrement à nos bambins, les 1000 premiers jours étant les plus fondamentaux. Merci, François De Smet. Je suis content d'entendre Maxime Prévost et sa déclaration parce que le plus gros des difficultés que nous avons date du gouvernement auquel vous avez participé, de la réforme MILAC. Et très sincèrement, la manière dont les crèches, je l'ai vécu personnellement, la manière dont les crèches privées, on ferme une à une, je l'ai subi, j'ai un enfant de 3 ans, on a dû trouver une autre crèche parce qu'elle a fermé à cause de la réforme MILAC qui est trop rigide, qui empêche que des gens qui ont travaillé toute leur vie dans le secteur puissent s'appuyer sur des indépendants. Il faut revoir cette réforme, s'appuyer sur le secteur privé. Améliorer l'encadrement. Je ne vous ai pas interrompu. Ben oui, vous l'avez tellement ignoré que des tas de crèches privées ont fermé. Et renforcer le secteur public. Et en effet, continuer dans ce sens-là avec une revalorisation le plus rapidement possible. Merci, Raoul Edebo. Ouais, c'est quand même fou, c'est que ça fait déjà des années, on dit qu'il y a un grand problème d'accès en fait de places en crèche. Or le bilan, si on prend 2019-2022, on a 1700 places perdues, quoi. C'est quoi l'explication? C'est quand même fou. Je veux dire, on aurait dit on n'a pas pu assez avancer, on n'a pas obtenu nos objectifs, mais 1700 en moins. Où est l'échec? Je ne sais pas est-ce que les ministres peuvent un peu donner une explication là-dessus. C'est quand même fou. Et à mon avis, une des explications, effectivement, c'est une question de moyens, une question de rigidité administrative qui est très très présente. Je crois qu'on doit se battre vraiment pour avoir un taux d'encadrement que je mettrais à 1,5 ETP pour cet enfant. Mais je crois vraiment que de ce côté-là, on doit avancer. Rajamawan. Alors, quand Écolo est arrivé au pouvoir en 2019 avec le PS et le MR, la ministre Linard a augmenté très fort les moyens justement pour la petite enfance, notamment pour soutenir les accueillantes et les puéricultrices. C'est 53% de moyens en plus, c'est du jamais vu. Un gros travail aussi pour créer de nouvelles places. C'est environ 5500 places qui ont été créées. Un petit chiffre de comparaison entre 2014 et 2019, combien de places nettes ont été créées par le CDH, 0. Le CDH de Maxime Prévost. Donc. Et là, on a aussi travaillé sur l'accessibilité, aussi pour les parents solos. Georges-Louis Boucher, s'il vous plaît. Georges-Louis Boucher, s'il vous plaît. L'Ancien Testament. Mais donc, il y a plusieurs milliers de places en crèche qui ont été créées par Valérie Debu en Wallonie. On a sélectionné d'ailleurs les communes qui avaient les indices socio-économiques les plus faibles pour favoriser la mise à l'emploi de ces personnes. Alors nous souhaitons pour la suite, dans ce qu'a dit François De Smet, effectivement assouplir toute une série de critères qui aujourd'hui rendent la possibilité pour des crèches privées de plus en plus compliquées. Travailler sur le privé, nous voulons via des déductions fiscales permettre à des structures privées de pouvoir créer des places en crèche, ce qui est quand même la plus grande facilité pour les gens qui travaillent, et enfin assurer une priorité pour celles et ceux qui travaillent. Alors, on doit faire un vrai travail de planification, Fédération et Bruxelles, Région Wallonne, Région bruxelloise et les pouvoirs locaux tous ensemble pour identifier les zones où on doit créer d'urgence des places pour répondre aux besoins des gens. On doit aussi créer un guichet unique au sein de l'ONE pour pouvoir aider des structures qui sont à risque de fermer et pouvoir les soutenir pour qu'elles ne ferment pas, parce que ça, c'est effectivement un problème qu'on a rencontré. On doit continuer à travailler sur l'amélioration des conditions de travail des puéricultrices, ça c'est absolument indispensable. Travailler sur la question du barème et des normes d'encadrement, et alors la progressivité des tarifs. Ça, c'est effectivement, on doit continuer le travail là-dessus.
Alors, on va ouvrir un nouveau chapitre dans ce débat. C'est un chapitre consacré à l'audiovisuel. Et on vous propose d'écouter un nouveau témoignage. C'est celui de Jean-François Furnelmont. C'est le directeur général de la Fédération des médias de proximité. Aujourd'hui, nous avons la chance et la richesse en Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir ce maillage de 12 médias locaux, le tout avec un rapport qualité-prix qui est imbattable, puisque le coût pour les finances publiques aujourd'hui des médias de proximité, ça représente 30 fois moins que le coût de la RTBF. Ce que nous demandons surtout, c'est une juste reconnaissance de la contribution des médias de proximité grâce à l'information fiable et de qualité qu'ils fournissent, la reconnaissance à notre contribution au pluralisme. Nous demandons aussi de pouvoir exercer nos missions avec plus de flexibilité parce que nous sommes soumis à divers types de contrôles qui sont parfois très tatillons. Allez, on va commencer peut-être avec Maxime Prévost. Les médias de proximité, est-ce que vous pouvez garantir leur financement et peut-être qu'on arrête de les assommer de règlements? C'est un petit peu la demande du secteur. Comme vous m'avez invité à être précautionneux dans mon temps de parole et que l'enseignement était vraiment au cœur de nos priorités, je serai plus concis sur les enjeux de l'audiovisuel. Les médias de proximité jouent effectivement un rôle important de relais de l'information qui touche au cœur des gens, et donc bien entendu qu'il faut consolider le financement de ces médias. Il faut peut-être aussi que certains d'entre eux envisagent des regroupements. Je viens d'une province, la province de Namur, où il y a 3 TV communautaires sur le même territoire. Je pense qu'il est possible de pouvoir, pour éviter de dédoubler, de tripler les investissements, les équipements, les studios, les statuts, les directions, avoir parfois un peu plus de synergie et puis probablement inviter les pouvoirs locaux à être des contributeurs. Namur-l'est, beaucoup d'autres communes le sont aussi, mais je pense que ça reste un média important que peut-être, notamment par une petite partie des recettes de la publicité de la RTBF, on pourrait contribuer à mieux soutenir. Caroline Désir, et je vais vous demander d'être courte parce que vous avez beaucoup parlé sur l'enseignement, vous êtes un petit peu en avance sur les temps de parole. D'accord, très bien. Je vais dire que le PS est favorable à la pérennisation du modèle des médias de proximité. On croit qu'il joue un rôle important de maillage, de cohésion sociale même en fait, et de proximité avec les téléspectateurs. Il faut évidemment ouvrir une réflexion sur leur financement pour que tout ne soit pas sur les épaules des pouvoirs locaux ou de la publicité, évidemment. Voilà, on croit que c'est important de continuer à travailler sur les synergies, mais aussi sur des partenariats, notamment avec la RTBF. Ouais, justement, en termes d'économie, est-ce que c'est justement un poste sur lequel on pourrait penser à fusionner? C'est pas notre volonté. On croit qu'on doit travailler sur des synergies, mais pas sur de la suppression, par exemple. Alors, Georges Boucher n'est pas du même avis. Bah écoutez, il y a quand même un truc dont on ne parle pas, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans une situation budgétaire dramatique. On y viendra, je vous rassure. Donc, on dépense 1,5 milliard au moins en plus de ce qu'on a dans le budget, et la trajectoire annonce des catastrophes à l'avenir, puisque c'est essentiellement des frais de personnel. Donc structurellement, il progresse. Et si on n'est même pas capable de faire des économies sur les télés locales, moi je peux vous dire, fermez la boutique, parce qu'on n'arrivera plus. Donc on fera des économies. Mais on va faire des économies, ça je vous le dis, sur l'audiovisuel. Aujourd'hui, la dotation de la RTBF, c'est 330 millions d'euros. Vous n'allez pas me dire que dans une dotation publique de 330 millions d'euros, à la VRT, on est à 250, 270, avec plus de téléspectateurs. Vous n'allez pas me dire que cet argent-là ne pourrait pas être un tout compris, également pour des chaînes locales. Parce qu'il faut arrêter de rigoler aussi. Avec les décodeurs aujourd'hui et le désamour par rapport à la TV linéaire, il va falloir travailler sur le web, il va falloir travailler de façon totalement différente, avec des coûts de production qui vont pouvoir baisser. Et nous considérons également qu'on peut privatiser en tout ou partie une partie de télé locale, comme ça se fait en Flandre. Il y a des entreprises de production qui aujourd'hui développent des télés locales et louent leurs studios pour toute une série d'activités audiovisuelles. Il faut faire évoluer le modèle, mais encore une fois, si on n'est même pas capable de faire des économies là-dessus, alors je peux vous dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles est morte. Et moi, je préférerais qu'on fasse des économies là-dessus que de mettre l'enseignement en faillite. Raja Mawan, vous avez l'air dubitative sur la privatisation. privatisation. Il faut dire qu'il faut faire des chèques, ça c'est sûr. Si je peux répondre, Oui, répondre à ma place, merci monsieur. Moi je connais vos... D'accord, moi je vous laisse répondre à ma place. Effectivement, les médias de proximité pour nous, c'est un relais essentiel. Justement, ça permet notamment d'avoir du lien, on l'a dit, de cohésion sociale, de faire la promo autour d'entreprises locales, d'associations locales. Et ça a un rôle sociétal qui est important pour nous. Et aussi, produire de l'information de qualité, ça a un coût. Et donc effectivement, pour nous, c'est important de continuer à investir dans des médias
de qualité, dans une information de qualité, surtout à l'ère des fake news où on voit un peu tout et n'importe quoi circuler. Par contre, sur le fait de supprimer, etc., pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Il faut plutôt penser à rationaliser. Il y a un nouveau pôle RTBF qui va ouvrir bientôt à Schaerbeek. Effectivement, là, il y a des partenariats et des collaborations à faire avec les télés locales et régionales pour que, effectivement, on puisse là trouver des sources d'économie pour faire plaisir à M. Boucher. Raoul Debo, il faut mutualiser. Il faut d'abord maintenir parce que moi je suis assez enthousiaste sur le concept de TV locale. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent de plus en plus. Je pense que dans un monde qui est de plus en plus globalisé, le côté de savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi avec tout ce qu'il y a comme énergie positive, avoir un peu le temps de l'apporter aussi. Enfin, franchement, moi je parle pour RTC Liège parce que je connais un petit peu plus, mais franchement... sincèrement, je ne sais pas si vous le sentez toujours de la table, moi je trouve qu'il y a vraiment une belle dynamique, quoi. Et là, on avait dit à 15-20 ans, ça va disparaître, en fait, pas du tout. Mais après, il faut donner les moyens pour ça, parce qu'il faut pouvoir faire la qualité pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une question démocratique pour moi. Parce que si on dit tout au marché, et qu'on laisse tout à la compétitivité comme le MR le veut, etc., mais on connaît ce que ça veut dire, savoir avoir tout ce qui est mondialisé, qui va nous arriver ici, c'est le plus rentable. Moi, je veux pas ça. Je veux que, justement, la beauté des gens puisse mettre en avant. Non, mais vraiment, mais exactement. Mais c'est les Netflix, c'est ça qu'on a. Mais non, mais les gens regardent aussi Védia, RTC, BX1, etc. Donc, mais ouais, mais bon, non, mais il faut appuyer. Parfois, ma chaîne locale. Fais du business. Moi, je parle ici au service public. Tout le temps sur Facebook. Alors, donc moi, je passe au service public. Ça, c'est un. Mais deux, par contre, je trouve des projets communs. Par exemple, ce soir, ici, aujourd'hui, moi, je trouve ça assez génial, en fait. C'est l'idée de faire ensemble des projets. Et alors, il y a moyen de mutualiser. Ça, je crois que ça pourrait peut-être plus se faire que pendant la campagne électorale. Mais voilà, je vais pas... Des économies à l'RTBF, comme le suggère Georges Boucher. Mais on va pas faire des économies à l'RTBF. Mais c'est quoi maintenant? Mais c'est quoi cette affaire? Je veux dire, franchement, mais ça l'arrange, lui, qui a pas l'information de qualité. C'est le MR. Mais nous, ça nous intéresse pas. Donc, nous, on veut qu'on investisse dedans. Allez, François De Smet. Moi, depuis que je suis devenu président de parti et que j'ai arpenté toute la Wallonie, j'ai découvert l'ensemble des sorties de mon BX1 environnement naturel. J'ai découvert un grand nombre, enfin, quasiment toutes les télés locales. Et je dois reconnaître, et ça, je crois que M. Boucher le sous-estime, qu'il y a un attachement quand même extrêmement fort, un peu partout, à toute une série de télévisions locales. Il y a une identité, il n'y a rien à faire. Alors, il y a des synergies à faire, oui. Il y a aussi d'autres choses à faire en termes de programmes communs. Là, on est vu, je crois, sur toutes les télés locales. Ça devrait être le cas, à mon avis, pour beaucoup plus de programmes. Il y a tout à fait moyen d'avoir des décrochages d'un côté, de mutualiser des coûts pour des programmes qui concernent, comme c'est le cas de notre programme de ce soir, absolument tout le monde, mais de garder le côté identitaire. Ça n'empêche pas qu'en effet, vous pouvez faire ça avec l'ensemble de l'enveloppe audiovisuelle et qu'une réévaluation de l'enveloppe de la RTBF, à mon avis, s'impose. Est-ce que M. Debo est d'accord que l'argent des travailleurs serve par exemple à The Voice? Je trouve que c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on change de thématique? Oui, on va vous proposer de parler de budget et d'avenir institutionnel. Je pense que ça vous intéressera. Parce que oui, vous l'avez dit, le déficit de la fédération, il se creuse. Alors comment est-ce qu'on rétablit l'équilibre? Est-ce que ça passe par un refinancement et donc une réforme de l'État qui risque d'affaiblir les francophones? Alors quels sont les secteurs aussi où on peut faire des économies? Maxime Prévost? D'abord, je pense qu'il faut qu'on arrête dans le mental de toujours associer réforme de l'État avec affaiblissement des francophones. Ces dernières années, à chaque fois qu'on prononce ces trois mots, on a le sentiment que le diable est derrière la porte. Alors bien entendu, s'il s'agit d'une réforme de l'État, comme le veulent certains partis flamands, qui consisterait à dépecer la Belgique, no way, n'en voulons pas. Mais aujourd'hui, le devoir de lucidité impose de reconnaître que notre lasagne institutionnelle devient indigeste. Elle ne fonctionne plus. Elle n'est pas efficace et elle est encore moins efficiente. Et donc, si c'est une réforme de l'État, pour que l'on puisse à un moment donné prendre un peu de recul, faire une évaluation et se rendre compte qu'on doit mieux gérer certaines compétences demain, qu'on doit peut-être totalement régionaliser certains aspects ou totalement, sans tabou, refédéraliser d'autres, plutôt que d'avoir des compétences partagées et donc chacun faisant un petit bouquet, finalement, plus personne n'est responsable pour rien, alors c'est possible qu'il y ait une réforme de l'État et c'est même souhaitable. Parce qu'il faudra aussi, pour éviter que la communauté française ne boive la tasse, qu'il puisse y avoir une autre manière de ventiler les compétences, puisqu'elle n'a pas le pouvoir fiscal, et de pouvoir alors garantir qu'on garde un socle commun sur les enjeux de valeurs, de langue, la culture certainement, l'enseignement certainement, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou pour le reste. Quand vous voyez sur l'enseignement en alternance, cette capacité de se former en étant un pied dans l'école et un pied en entreprise, il y a une part de responsabilité à la Fédération Wallonie-Bruxelles, une autre en Wallonie, et pourtant le gouvernement qui a été composé des mêmes partis durant les 5 ans qui viennent de s'écouler n'a pas été capable de choisir une des options
et on reste avec un grand écart. C'est inefficace et donc je pense qu'on a un rendez-vous à un moment donné avec la bonne gouvernance dans l'espace emprunt francophone. On doit balayer devant notre porte collectivement pour améliorer le modèle. Ouais, vous êtes déjà passé à l'avenir institutionnel. Sur la question du budget, est-ce que vous êtes inquiet sur le futur? Est-ce qu'on va devoir se préparer à des économies dans certaines politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant la prochaine législature ou pas? Oui, c'est évident. Aujourd'hui, les différents niveaux de pouvoir vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc, c'est mentir aux gens que de croire que les années qui viennent, nulle part, des économies devront être réalisées. Tout l'enjeu, c'est de savoir où on les fait. Où est-ce que c'est le plus pertinent? Où est-ce que c'est le plus pertinent de les faire? Moi, je pense que déjà, en supprimant une série de doublons de structures, comme je l'ai évoqué, vous savez, quand on parle des fameux 9 ministres de la Santé, il y en a un au fédéral, un en communauté germanophone, un en Flandre, et les 6 autres sont dans l'espace Wallonie-Bruxelles. Donc on a à un moment donné le devoir de balayer devant notre porte pour diminuer les coûts et les gaspillages publics. Caroline Désir. D'abord, je voudrais peut-être dire que, comme l'a martelé le ministre du Budget, mon collègue Frédéric Dardenne, il n'y a pas un danger à court terme pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et peut-être contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, on n'est pas l'entité aujourd'hui dans la plus mauvaise posture. L'accès aux marchés financiers, l'attrait des investisseurs sont restés excellents. La notation de la Fédération Wallonie-Bruxelles est restée au niveau qualité moyen supérieur. Donc on n'a pas de danger à court terme. Et pourtant, on a pu investir à la fois dans l'enseignement à travers le pacte et dans l'enseignement supérieur qui nécessitait un refinancement. Ce sont des investissements qui, pour notre jeunesse, sont fondamentaux. Et donc, pour nous, il n'y a pas de raison de pratiquer de l'austérité maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on doit dépenser sans compter. Évidemment, chaque euro investi doit l'être correctement. Mais attention, n'allons pas commencer à faire de l'austérité ou des économies drastiques dans des secteurs comme l'enseignement ou l'enseignement supérieur. Ça me semble très dangereux. François De Smet. Personne ne l'a vu, d'ailleurs. Pas de danger à court terme. La dette est quand même abyssale, le déficit aussi. Et surtout, la communauté française n'a pas de pouvoir fiscal. Et donc, contrairement aux régions qui peuvent encore trouver des moyens de s'autofinancer, on est un vrai problème. Moi, je crois que les francophones là ont un vrai rendez-vous avec leur destin. Il ne faut pas compter sur une réforme de l'État. C'est pas ça qui va nous sauver. Et c'est pas ça qui devrait nous sauver. Il y a la doctrine Madens qu'on connaît bien, le politologue flamand, qui dit c'est même pas la peine de continuer à demander, nous, Flamands, quelque chose. On va attendre que les francophones aient mal dépensé leur argent et reviennent à table et demander des compétences et on continuera à détricoter la Belgique. Arrêtons d'appliquer le plan Madens et gérons mieux. Et moi, je crois qu'au lendemain du 9 juin, les gouvernements, à la Fédération, à la région bruxelloise, et en région wallonne, même s'il ne s'agit pas des mêmes majorités partout, doivent se voir ensemble, parce qu'on sait tous que le budget de la communauté, ceux des régions, sont interconnectés, pour dire ensemble, voilà, où est-ce qu'on fait les synergies? Est-ce qu'on ne ferait pas un seul gouvernement? Est-ce qu'on ne ferait pas une seule administration dans une série de domaines? Où est-ce qu'on supprime les doublons? Pas d'austérité, en effet, notamment pour préserver l'emploi, certes, mais s'imaginer qu'on va échapper à un effort d'économie, ne serait-ce que par rationalisation, ça, c'est de la poudre aux yeux. On va devoir s'organiser, et moi, j'appelle à une grande négociation entre les futures majorités, même si par hasard, elles ne sont pas des mêmes couleurs, parce que je crois que l'heure est assez grave. Est-ce que ces efforts de rationalisation, François De Smet, ils peuvent se faire sans que ça impacte la qualité des services qu'on rend aux citoyens? Est-ce que vous voyez des domaines où il va falloir aller peut-être plus loin et renoncer à certains services ou pas? J'irai pas jusque-là et je ne veux pas, même sans anticiper sur la suite de votre question, qu'on détricote les compétences de la Fédération, qui pour moi est une institution extrêmement forte. C'est à nous de préserver l'emploi. On ne veut pas revenir aux années 90 et aux licenciements de professeurs qui ont été rendus nécessaires déjà là parce que les francophones ne géraient pas convenablement ou se sont fait avoir sur les clés de financement et de répartition. C'est à nous d'être malins et c'est pour ça que je crois qu'un grand nombre de partis devraient être impliqués dans l'effort. Raja Marouane, vous êtes aussi optimiste que Caroline Désir? Alors, on ne va pas se mentir, les finances ne sont pas bonnes. Par contre, il n'y a pas péril en la demeure là tout de suite. Et évidemment, il faut continuer à encadrer, à mettre des règles pour que l'argent dépensé le soit intelligemment et justement. Et il faut faire preuve effectivement aussi de transparence dans la manière dont on dépense l'argent. Par contre, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quoi ? C'est d'abord et avant tout des personnes, c'est des enseignants, des éducateurs, des éducatrices, des personnes qui sont dans la périculture, ce sont des personnes qui font tourner la boutique, dont on a besoin tous les jours. Et moi, je n'ai pas envie de leur dire, en fait, effectivement, vous êtes une dépense et on va saquer dans vos budgets. Au contraire, j'ai envie de leur dire, on va continuer à soutenir, on va continuer à investir, parce qu'investir dans l'enseignement, on en a parlé, c'est investir dans l'avenir, investir dans les crèches, investir dans la culture, c'est des investissements pour l'avenir. Et donc, effectivement, pour nous, c'est aussi une question de comment on répartit l'argent et comment on encadre les dépenses qui sont faites. Raoul Debeau, est-ce qu'on fait des économies ou est-ce qu'on n'en fait pas? Mais on n'en fait pas. Moi, je suis rentré en politique. Je suis rentré en politique dans le combat contre la ministre Unkelings qui avait décidé de faire 3000 emplois en moins dans l'enseignement de la communauté française à l'époque. Donc moi, je dirais, ce combat contre l'austérité, ça fait partie d'un base de mon engagement. Le gros problème, c'est que dans la loi spéciale de financement, on a tout tellement cadenassé qu'effectivement,
une opportunité fiscale comme faire payer, par exemple, les plus riches de notre société pour investir dans les services publics. On ne sait pas le faire au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est ça qu'on doit changer. C'est au niveau fédéral qu'il faut aussi avoir un combat pour un refinancement des entités fédérées. De ce côté-là, si le PTB devient deuxième ou troisième groupe, je veux dire, au Parlement fédéral, j'espère qu'on pourra peser, y compris peut-être même dans un gouvernement fédéral. On prendra nos responsabilités, mais il faudra pouvoir à ce moment-là aussi changer des choses. Et deux, quand on parle d'austérité, on n'a pas beaucoup parlé ici aujourd'hui de la culture ce soir, qui était quand même une compétence très importante. Là, la situation, elle devient vraiment intenable. Hein. Je parle des théâtres, je parle de tout ce milieu qui produit le meilleur de ce qu'il peut produire. Et là aussi, les coupes font mal. Hein. Et c'est aussi une question démocratique. C'est pas qu'une question de business. C'est une question démocratique et d'émancipation culturelle. Donc moi, je dis non, franchement, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Jean-Louis Boucher, sur les économies. Écoutez, moi, je suis assez effrayé quand on nous dit, mais à court terme, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien. On dépense près de 10% de plus que les recettes. Et donc, c'est pour que les gens comprennent, quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, mais c'est comme si tous les mois, il dépensait 2 200 €. Mais il dit, mais il n'y a pas de problème, hein. Pour le moment, le banquier est d'accord que j'aille à découvert. Mais un jour, le banquier, il dit, moi j'en ai marre que vous soyez à découvert parce que vous remboursez jamais. Mais ça, c'est ce qui est en train potentiellement de se dessiner pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et vous voyez, Madame Désir, moi, qu'il n'y ait pas de péril à court terme, ça me rassure, mais que moyennement, parce que j'ai un enfant qui a 4 mois et demi, j'aimerais bien qu'il puisse aller à l'école, vous voyez. Et donc pour ça, j'aimerais bien que dans 5 ans, dans 10 ans, il y ait encore de l'argent. Donc vous allez couper dans le salaire des enseignants, parce qu'en fait, c'est ça le gros du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La question, c'est quoi votre recette? On connaît vos manipulations pour faire peur aux gens, pour essayer... En réalité, c'est le plus gros morceau du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On connaît vos manipulations pour essayer de faire peur aux gens, pour grappiller quelques voix en fin de campagne. Mais la réalité, je l'ai indiqué. Comment se fait-il que la VRT peut vivre avec une dotation de 250 millions d'euros, que la RTBF a besoin de 330? Comment c'est possible? Est-ce que ça suffit à rééquilibrer le budget? Mais il y en a plein des exemples de ce type. Bon, vous savez, en populisme, c'est vrai que je parle quand même à mon maître. Donc on coupe dans l'audiovisuel, la culture et le sport? Non, mais il faut à un moment donné... Dans la culture, dans le sport, dans l'audiovisuel. Voilà les solutions, et si je peux Boucher. expliquer, quand on a des enseignements les plus chers de l'OCDE, qui pourtant est un des enseignements qui crée le plus d'échecs. Aujourd'hui, on n'a que 13% des étudiants qui finissent leurs études supérieures dans le délai. Eh bien, à ce moment-là, il faut peut-être réformer en profondeur les structures pour que ces structures deviennent plus efficaces. Manifestement, Madame Désir, vous le faites avec très peu de succès. Et encore une fois, moi, j'entends les professeurs. Très peu de soutien du MR qui est à la table du gouvernement également. Il faut couper certaines dépenses. Je rejoins ce qu'a dit François De Smet. Est-ce que la RTBF doit produire The Voice? Est-ce que la RTBF doit être en concurrence avec RTL TVI pour acheter les droits de la Coupe du Monde de football? Je ne suis pas certain que l'argent de mes impôts doive permettre d'enrichir la FIFA. Pourtant, je suis un grand fan de foot. Et derrière, il faut, pour la Formule 1 également, et derrière, mais dans tous les pays du monde aujourd'hui, la Formule 1 est sur des chaînes payantes. Et ça serait normal que ça soit le cas également en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et par ailleurs, il faut des réformes de structure. Mais c'est pas tout privatiser. Mais Mme Mohan, si vous voulez enrichir la société américaine qui détient la Formule 1, c'est votre droit, mais c'est pas mon choix de société. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Je voudrais juste signaler que sur les temps de parole, François De Smet est assez nettement en retard par rapport aux 5 autres débatteurs. Je vais peut-être demander quand même de nouveau donc à François De Smet, dans ce qu'il a entendu, de qui il se sent le plus proche et de quelle manière il rétablirait le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En signalant qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition à ce niveau de pouvoir. Hein. Je pense que les francophones doivent se sauver eux-mêmes et que la seule solution pour ne pas tomber dans l'austérité, ni dans le fait de réclamer, de tendre la sébille au fédéral et de se mettre à genoux devant un nationalisme flamand qui ne demande que ça. Nous savons, vous avez besoin d'argent, donc allons-y, discutons division de la santé, de la justice ou je ne sais pas quel autre catalogue d'horreur. C'est de se réformer nous-mêmes. Bien sûr, il y a une série d'endroits où des rationalisations doivent être faites, j'en suis sûr, c'est possible. Bien sûr, il ne s'agit pas de toucher à l'emploi. Et on sait qu'en effet, si vous prenez juste le scope de la fédération avec 80% des moyens qui sont consacrés à du salaire, c'est très limité. Mais franchement, si vous voyez l'ensemble, c'est l'efficacité de nos politiques. On a eu, je crois, un aspect du débat très intéressant sur l'enseignement supérieur. En effet, si nos étudiants réussissaient majoritairement, directement à tomber dans l'orientation qui leur convient, et si en effet on arrivait à économiser là-dessus et à plus être à plus de 60% d'échecs, on économiserait énormément. Si les réseaux d'enseignement arrivaient à mieux coopérer entre eux, on économiserait de l'argent aussi. Donc il y a moyen, à mon avis, et c'est un exercice
que nous sommes forcés à faire par les circonstances plus que jamais, et notre génération a une responsabilité historique, si on arrive à être plus efficace et rationaliser nos structures sans toucher à l'emploi, on peut y arriver. Alors, Maxime Prévost a déjà un petit peu abordé le sujet de tout à l'heure. On voudrait terminer avec les modifications éventuelles en termes d'institutions. Est-ce qu'on doit transférer certaines compétences de la fédération? Est-ce qu'on va les confier aux régions? Est-ce que ce serait plus efficace? Est-ce qu'au contraire, c'est un danger d'avoir de l'émiettement ou des politiques qui seraient peut-être moins le trait d'union qui est aujourd'hui celui qui unit les francophones de Bruxelles et ceux de Wallonie? C'est la question qu'on va vous poser maintenant. Est-ce qu'on peut transférer des compétences? Est-ce qu'on ne peut pas transférer les compétences? Est-ce que, par exemple, en matière d'enseignement, Caroline Désir, il y a des choses qu'on pourrait envisager de confier aux régions, ou on garde la Fédération Wallonie-Bruxelles telle qu'elle est aujourd'hui? Ou est-ce que c'est d'autres domaines, les sports, l'aide à la jeunesse, sur lesquels on réfléchit? Le PS considère que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit rester une institution parce qu'elle permet le lien de solidarité entre les francophones de Bruxelles et de Wallonie. Donc on n'est pas en faveur d'une dilution des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les régions. Par contre, on peut toujours, évidemment... Donc on croit que la communauté française doit se recentrer sur ses matières de base, donc enseignement supérieur, culture, audiovisuel. On n'est pas opposé à imaginer des transferts de compétences intra-francophones de la communauté vers les régions, peut-être sur des plans de sport, etc. Mais il faut toujours réfléchir dans l'intérêt des usagers, en fait, tout simplement. Est-ce que le service rendu va être meilleur? Est-ce que ça va être plus performant? En enseignement, aujourd'hui, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait transférer aux régions pour améliorer la qualité du service. Mais on n'est pas fermé à quoi que ce soit. Mais on veut préserver l'institution, ça c'est très clair, et que chaque transfert soit évalué à l'aune de son efficacité. Raoul Deboum. Globalement, comme vous le savez, le PTB est encore parti national. Où Bruxellois, Flamands et Wallons sont regroupés dans un seul parti. Donc, dans ce sens-là, globalement, philosophiquement, je préfère voir plutôt des compétences qui seraient à nouveau refédéralisées. Mais ce ne serait pas en priorité vers les compétences Communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on a parlé de la mobilité, par exemple. Moi, je trouve ça vraiment typiquement une compétence qu'on pourrait... Ça, c'est dans d'autres débats. C'est ça. C'est tout à fait. Mais je le dis voilà, globalement pour les auditeurs ce soir, pour dire effectivement. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve que on a parlé tout à l'heure, par des rythmes scolaires. Moi, je trouve que c'est typiquement quelque chose qu'on aurait pu, par exemple, refédéraliser. L'obligation scolaire est fédérale aussi, l'âge, etc. Donc, je trouve qu'il y a des choses, quand vraiment, à Bruxelles, on doit coordonner, d'ailleurs, les deux communautés qui sont là. Ben oui, avoir dans une même rue deux écoles qui vont avoir des congés pas au même moment, c'est quand même un peu le bordel à Bruxelles, quoi. Donc, de ce côté, moi, je crois qu'on peut refédéraliser. Par contre, au niveau de la régionalisation, moi, je vais le dire, si le but, c'est d'aller rapprocher l'enseignement encore plus, par exemple, du monde économique, en disant, ah oui, il y a un intérêt, on va mettre l'enseignement pour du monde économique et on va adapter complètement les écoles de plus en plus aux demandes du monde économique et pas à l'émancipation, à la citoyenneté de nos élèves, parce que ça a un peu des problèmes. Ça ne me plairait pas. Et si on veut profiter de la régionalisation pour en plus encore appliquer l'austérité, parce qu'il y a quand même un peu un consensus l'axe MR engagé, des filles dit ouais, il faudra quand même de l'austérité, etc. Souvent, quand on a... en tout cas, vous avez dit ça ici faire au plateau. Ce n'est pas l'austérité, non, c'est pas du sang et des larmes. Non, c'est ça, faire des arrêter économies. la caricature. C'est ça, faire des économies, c'était pas faire l'austérité. Prouvez que vous savez faire autre chose que de la caricature une fois. Tout à fait, mais bon, les gens connaissent l'austérité à la mode CDH engagé, parce que les gens savent que les engagés, c'est le CDH. Et de ce côté-là, je trouve ça important pour nous, c'est que de ce côté-là, en ce qui nous concerne, on n'est pas pour une régionalisation des compétences de la communauté française. Alors, Maxime Prévost, est-ce qu'on régionalise certaines compétences ou pas? Mais moi, je pense qu'on ne doit pas avoir de tabou là-dessus. Je crois que les francophones ont le devoir d'avoir rendez-vous avec eux-mêmes. Alors, à quelles compétences est-ce que vous pensez? Mais moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que les politiques menées soient efficaces. Si certains... Prenons l'enseignement par alternance, que j'évoquais tout à l'heure. Certains diront, c'est un des aspects de l'enseignement, ça doit rester donc avec l'enseignement au global à la communauté française. D'autres diront, ben non, c'est bien de pouvoir approcher ça des compétences économiques, de la formation, et donc on le met au niveau des régions. Les deux peuvent être audibles, mais faisons un choix. Celui qui n'est plus audible, c'est de conserver un petit bouquet d'un côté, un petit bouquet de l'autre, parce qu'alors là, il y a du gaspillage d'argent public, ce n'est plus audible. Donc moi, je pense, et j'ai plaidé ça depuis des années, que nous devons, entre partis francophones, peu importe que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition dans les semaines ou les mois qui viennent, ce qu'il faut, c'est que, s'agissant du destin francophone, et donc de dessiner ensemble l'architecture plus efficace de nos politiques publiques pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, ça nécessite que tout le monde soit autour de la table. Ce n'est pas une question de majorité-opposition, parce que sur cet espace-temps de 20 ou 30 ans, ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui seront dans l'opposition demain, ou inversement. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un projet commun francophone, comme les Flamands ont été capables d'avoir, à un moment donné, un cap qu'ils ont
conserver. Mais je peux comprendre parfois une certaine irritation flamande, voyant que les francophones multiplient les structures, gaspillent de l'argent, ne sont pas efficaces, et puis on arrive à dire refinancez-nous, refinancez-nous. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit, de manière responsable, pouvoir aussi assumer vis-à-vis de nos concitoyens francophones que l'argent qu'ils nous confient par leurs impôts, puisque 1 euro sur 2 d'un travailleur est quand même ponctionné par l'impôt, puisse être utilisé de manière pertinente. Benjamin, partagez cette analyse. Est-ce qu'il faut que les francophones se reprennent en main ? Je pense effectivement il faut qu'il y ait un projet global et commun des francophones et surtout il faut qu'on n'ait pas de tabou en la matière. Pourquoi faire des réformes de l'État ? Pas pour faire des réformes de l'État, c'est quoi l'objectif ? C'est de simplifier les institutions, qu'il n'y ait pas de perte de qualité dans les services rendus aux usagers, aux usagères et pouvoir réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait simplifier pour que ça soit beaucoup plus lisible pour la population. Et pour nous, effectivement, la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une entité qui est extrêmement importante. Je l'ai dit, ce sont des enseignants, des enseignantes, ce sont des périculteurs, péricultrices, ce sont des personnes qui sont extrêmement précieuses pour le développement de notre société. Et pour nous, cette Fédération Wallonie-Bruxelles doit se recentrer sur ces compétences que sont l'enseignement, la culture et les médias. Et par contre, on a aussi, en termes institutionnels, des choses à simplifier. Est-ce qu'on a besoin d'autant de députés à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Pas forcément. On propose de passer de 75 à 60 députés, de diminuer le nombre de députés également à Bruxelles à 75. Et donc, effectivement, là, il y a des choses et des synergies à créer pour simplifier les institutions et que ce soit beaucoup plus lisible pour les citoyens et les citoyennes. Georges-Louis Boucher, on régionalise certaines compétences ou pas ? Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut au contraire renforcer la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Wallons et les Bruxellois ont besoin les uns des autres pour le futur. On a des atouts de chaque côté. Il y a le rayonnement de Bruxelles d'un côté, le territoire disponible en Wallonie. Et donc, il y a vraiment des interactions permanentes entre les deux territoires. Et je dirais que la plus grande chance des francophones dans ce pays, c'est que Bruxelles soit majoritairement francophone. Et donc, on doit exploiter ça. Et nous, notre proposition, c'est d'avoir des gouvernements identiques aux 3 niveaux de pouvoir pour qu'on puisse envoyer, depuis la région wallonne et la région bruxelloise, les ministres qui composent le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, peut-être à l'exception du ministre-président, pour qu'ils puissent mettre en commun. Parce que la question de l'enseignement en alternance, en réalité, c'est une question, quand vous allez le passer à la région, on dira mais c'est quand même dommage parce qu'il y a des éléments de réforme de l'enseignement qu'on ne peut pas maîtriser ici. Faisons en sorte que ces ministres siègent ensemble une fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour mettre cela en commun et faire avancer l'espace francophone avec également, on n'était pas dans tous les gouvernements, on n'était pas à Bruxelles, on ne veut pas nous J'ai bien compris, la proposition c'est d'avoir des majorités identiques. C'est des majorités identiques à Bruxelles, en Wallonie et au fédéral. Pour pouvoir composer le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les ministres de la région wallonne et de la région bruxelloise, ce qui permettra de diminuer les tailles des cabinets, ce qui permettra de supprimer une série de structures. Et il faut également, et je termine par là, uniformiser toute une série de gestions. Par exemple, les services informatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne sont pas les mêmes que la région bruxelloise ou la région wallonne. Les greffes des parlements, ça n'a strictement aucun sens. Donc il y a plein de rationalités qu'on pourrait aller chercher en renforçant au contraire l'espace francophone par rapport à une régionalisation. Alors on dit souvent que Défi c'est un parti fédéraliste, François de Smet. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous venez d'entendre ? Le F de Défi veut dire fédéraliste, comme on l'ignore parfois. Oui, nous aimons la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une institution souvent décriée, moquée parce qu'elle n'a pas de pouvoir fiscal. Je crois qu'être francophone de Belgique, ça veut dire quelque chose. C'est une identité, non seulement culturelle et d'enseignement, mais nous partageons aussi nos bassins d'emploi. Je suis toujours frustré que les plans wallons n'incluent pas Bruxelles, par exemple, et vice-versa. On a des richesses ensemble. Et donc moi, je suis inquiet d'entendre certains partis admettre qu'on pourrait très facilement régionaliser, hors enseignement et culture, pour l'instant, les compétences de la fédération. On le sait, PS, écolo et apparemment les engagés, renvoyer aux régions l'aide à la jeunesse, le sport, la petite enfance, c'est pas un tabou. Moi, je crois que ce serait une complexification folle. On va pas avoir une ONE wallonne, une ONE bruxelloise, un ADEFS wallon, un ADEFS bruxellois. Sur l'RTBF, par exemple aussi, ça paraît inimaginable. Je pense au contraire qu'on doit continuer à faire plus ensemble. Nous aussi, on voudrait un seul gouvernement, quand bien même, M. Boucher, les électeurs n'enverraient pas les mêmes signaux en Wallonie et à Bruxelles. Et figurez-vous que dans un État fédéral, c'est possible. Mais un seul gouvernement, une seule administration, une seule agence de recherche, un seul système informatique, il y a moyen de rationaliser tout
ça, mais de garder l'identité francophone, parce que je vous assure que ça veut dire quelque chose. Tous les Wallons ont des liens bruxellois et vice-versa. Et je crois qu'on est nombreux à sous-estimer aussi le poids du nationalisme flamand qui risque de tomber sur la tête de certains d'entre nous après le 9 juin. Mais personne ne remet en cause cette identité francophone. Elle est indispensable. On y est viscéralement attaché. Et je dis juste qu'il faut à un moment donné être lucide sur les gaspillages d'argent public et qu'on doit pouvoir balayer devant notre porte. C'est tout. J'aimerais vous entendre, Caroline Désir, Rajamawan et puis Raoul Edebo et même peut-être François De Smet et Maxime Prévost sur l'idée lancée par Georges Boucher. Il faut la même couleur de gouvernement dans tous les niveaux de pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu? Est-ce qu'il faut effectivement une sorte d'union sacrée francophone, peut-être pour réformer en interne et peut-être pour peser face à la Flandre? Mais d'abord, on verra ce qui est possible au lendemain des élections, arithmétiquement Sur le parlant. principe. Vous n'ignorez quand même pas, par exemple, que former un gouvernement, c'est un peu, à Bruxelles, c'est un peu plus complexe qu'en Wallonie, en Fédération in Bruxelles. On doit composer avec des partis flamands, etc. Et on verra l'arithmétique électorale. Ça peut peut-être simplifier une série de choses, mais en même temps, la maturité de notre État fédéral doit permettre aussi d'avoir des majorités diversifiées. Et ça n'empêche pas, par exemple, d'imaginer des ministres à double casquette. Ça a déjà été le cas dans le passé, avec des majorités asymétriques. Rajamawan. Mais je l'ai dit, là on peut simplifier les institutions, c'est notamment en termes de nombre de parlementaires. Est-ce qu'on a besoin d'autant de députés et de députés dans ces parlements? Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Mais par contre, sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, je l'ai dit, elle est extrêmement importante pour nous et on veut renforcer ses compétences autour de l'enseignement, de la culture et des médias. Avoir juste les mêmes majorités partout, je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Voyons déjà le signal que les électeurs et les électrices enverront et voyons comment on peut construire ensemble une rationalisation autour du nombre de députés. Raoul Ledebo, est-ce que vous êtes candidat pour monter dans les majorités partout? Oui, indiscutablement. Je pense qu'avec les sondages présents aujourd'hui, non, mais je crois que c'est important. Alors, c'est pas un secret que ça va pas être avec Georges Boucher et que le PTB a trouvé un accord. Donc, ce sera plutôt avec PS et Écolo et des partis progressistes. Moi, je regrette un petit peu que ce soit quand on dit ouais, non, on n'a pas eu besoin du PTB, on n'a pas eu besoin du PTB, mais il n'y a pas de problème. Dites-le, il n'y a pas de problème. On a travaillé ensemble. Je veux dire, c'est pas grave que vous avez travaillé avec le PTB. C'est pas grave, vous avez travaillé avec le PTB. C'est plutôt positif. Et je crois qu'il y a beaucoup de vos électeurs, je veux dire, beaucoup de vos électeurs du PS et Écolo sont contents qu'on a travaillé ensemble. Donc, arrêtez de dire on n'a rien fait ensemble. Oui, on l'a fait et c'était génial. Donc c'est beau une telle déclaration. Ça, c'est un premier élément important. Non, mais les partis de gauche doivent pouvoir travailler ensemble. Par contre, la question que vous avez posée sur les différents niveaux de gouvernement, c'est très clair qu'au niveau fédéral, plein de grandes décisions vont se prendre. Notamment les finances des entités fédérées, notamment les finances de la région wallonne, la région bruxelloise. Et c'est vrai que là, il y a un problème, effectivement, quand vous formez une majorité alors au niveau régional pour appliquer une austérité qui serait décidée au niveau fédéral. Donc j'espère que le PTB sera invité non seulement dans les entités fédérées, mais aussi au niveau fédéral, à pouvoir discuter au niveau des négociations. Et c'est une question de rapport de force, la politique. Il faut arrêter de faire des anathèmes, etc., etc. S'il y a besoin d'avoir des voix et des parlementaires, eh bien, on discutera. Maxime Prévost. Dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'avoir des majorités qui soient les mêmes aux différents niveaux de pouvoir, à Bruxelles, Wallonie, Fédération, ce serait un must et plus facile. Je constate qu'on sort de 5 années où ça a été le cas entre la Fédération et la Wallonie. Ça n'a pas pour autant permis que les réformes indispensables s'enclenchent. Donc je pense que ce n'est pas tant une question de type de coalition, c'est plus une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on va collectivement être capable de retrouver un esprit d'État? Et donc de pouvoir se dire à un moment donné, au-delà de nos couleurs politiques, sachant que si nous, partis raisonnables, nous ne sommes pas capables à un moment donné de pouvoir remettre le train sur les rails, de réoffrir des politiques publiques qui soient pertinentes, de pouvoir remaîtriser les coûts, on va juste continuer alors de faire la démonstration que nous ne sommes pas fiables et donc alimenter la tentation de se retourner vers les extrêmes de gauche, les extrêmes de droite. Et donc nous avons un devoir, celui de pouvoir gérer correctement l'argent public que les citoyens nous confient. François De Smet. Alors, c'est question de savoir si Défi veut gouverner en Wallonie. La réponse est oui, il n'y a pas de problème. La question est de savoir si, au-delà des couleurs éventuellement différentes des coalitions, il faut quand même s'unir. Moi, je crois qu'après le 9 juin, la double menace à la fois de nos dettes, de nos états financiers des entités respectives et la pression que le nationalisme flamand va nous mettre sur les épaules va demander qu'en effet, les majorités wallonnes et bruxelloises, semblables ou pas, se mettent ensemble, même si ça fait un plus grand nombre de partis autour de la table, pour dire, voilà, là, on a un rendez-vous important avec nous-mêmes, nous devons nous rationaliser, nous prendre en main et avoir un front uni par rapport aux demandes flamandes qui vont nous tomber dessus. Donc plutôt se coordonner plutôt que d'avoir un paysage politique unifié, si j'ai bien compris votre position. Oui, et quitte à faire un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les deux majorités différentes, wallonne et bruxelloise, mais pourquoi pas? Moi, j'ai pas de tabou.
Alors, mesdames, messieurs, on arrive à la conclusion de ce débat. Et alors, cette fois, on va faire le tour de table par temps de parole. Et cette question, écoutez-la bien. Quelle sera votre première mesure si demain, vous vous installez dans le fauteuil de ministre-président? Et on démarre sans surprise avec M. Boucher. Oui, parce que c'est vous qui avez le plus parlé. Donc, Bien, vous êtes sûr? On va vous demander d'être un petit peu plus concis. Oui, oui. Non, écoutez, très clairement, ce sera sur l'enseignement. Et donc, notre volonté, ce sera une remise à plat du pacte d'excellence en extrayant les réformes les plus fondamentales pour améliorer le niveau des élèves et surtout lutter contre cette différence sociale, remettre de l'égalité des chances dans l'enseignement avec quelques mesures qui sont dans le programme, mais je ne vais pas être trop long. L'obligation scolaire à 3 ans, la question d'avoir un meilleur apprentissage de la lecture, l'écriture, compter également avec un examen externe, des plus grandes remédiations, meilleure orientation et un examen également qui serait obligatoire mais non contraignant à l'entrée de l'enseignement supérieur pour mieux diriger les élèves et enfin un enseignement qualifiant qui soit en alternance. Maxime Prévost. Comme partie de la santé, tout ce qui a trait à la santé mentale avec un adjuvant qui est extraordinaire, qui est du beefsteak pour les neurones, c'est la culture. Je pense que c'est important qu'on puisse réinvestir et donner les moyens à ces acteurs culturels. La santé, ça passe aussi par le sport, qui ne doit pas être négligé, et venir en bonne articulation avec les compétences régionales pour que tous les clubs au cœur des villages soient correctement soutenus. C'est évidemment l'éducation, et donc réinvestir dans l'enseignement et faire sauter l'enveloppe fermée de l'enseignement supérieur et doubler les places de crèche. Allez, Raoul Debout. Discutablement, au niveau de l'enseignement, moi je crois que la limitation du nombre d'élèves par classe, c'est vraiment une des premières priorités que je mettrai en place. J'avais dit jusqu'à 8 ans, 15 et au-delà de 8 ans, 20 élèves par classe. Je crois que c'est vraiment une première priorité. Et deux, j'ai parlé tout à l'heure de la culture. On doit investir dans le monde culturel. Aujourd'hui, quand on voit la difficulté pour encore monter des projets pour plein de groupes de théâtre, ça ne va pas. Donc je crois qu'il faut vraiment ces 2 priorités. Caroline Désir. Alors, si j'étais ministre-présidente, je réunirais mon gouvernement et tous les membres du comité de concertation du pacte pour un enseignement d'excellence. Donc, ce sont les partenaires sociaux, les syndicats, les réseaux et les représentants des associations de parents pour écrire la suite de l'histoire et voir comment est-ce qu'on peut à la fois garder le cap de cette réforme qui est très, très importante et apporter la souplesse nécessaire sur les aménagements. C'est une mesure un peu qui chapeaute toutes les autres en enseignement, mais je crois qu'il c'est nécessaire de se réunir et redéfinir la suite de l'histoire. François de Smet. Je consulterai immédiatement les différents acteurs de la fédération, notamment le monde culturel, on en a parlé, mais il a une préoccupation parmi d'autres, c'est qu'il a l'impression de ne pas être traité équitablement. Donc la manière dont les projets sont subsidiés devra peut-être être remise sur la table. En enseignement aussi, je porterai plus fortement que la majorité ici l'a fait, un projet qui me tient à cœur, à savoir le passage à 2 heures de cours de philosophie, de citoyenneté et d'histoire des religions, parce que c'est aussi un vaccin contre le racisme, l'intolérance qui me paraît nécessaire dans le monde aujourd'hui. Voilà, et on va terminer avec Raja Mawan. Donc l'écolo, c'est le parti de l'école, donc indubitablement, on investira et continuera à investir dans l'éducation, en garantissant notamment aux enseignants, aux enseignantes, des conditions de travail de qualité, des conditions de travail où ils et elles peuvent développer leurs projets, notamment avec les enfants. Et au niveau des enfants, c'est de renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup évoqué. Ça a des répercussions sur la santé mentale, en effet. Et donc, protéger les enfants, protéger les jeunes contre le harcèlement scolaire. Ce seraient les priorités d'écolo. Et sur la dernière intervention de M. De Smet, nous, on n'est pas d'accord avec sa proposition. Alors, on doit redonner un petit peu de temps de parole à François De Smet et à Caroline Désir pour équilibrer bien les temps de parole. François De Smet, vous avez le droit à un dernier mot, une vingtaine de secondes. Benjamin n'est pas d'accord sur l'histoire du cours de philosophie et de citoyenneté? On veut garder les cours de religion tels qu'ils sont actuellement, Très bien. Alors, ça me permet une précision. La Constitution contraint de continuer à organiser les cours de religion et de morale qui continueront à être dispensés pour tous ceux qui les veulent. Mais à côté de ça, et je l'assume, il nous faut passer un cours à 2 heures dans la grille obligatoire, et donc que les cours de morale et de religion actuels passent dans une grille facultative. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas au XXIe siècle continuer à diviser les enfants en fonction de leurs convictions ou de celles de leurs parents. Il faut qu'à 18 ans, tout le monde sache que c'est que le Yom Kippour, les 5 piliers de l'islam, l'évangile, la philosophie, la citoyenneté. Et ça, ce sera un cours majeur qui changera énormément de choses.
Caroline Désir. J'en profite pour rebondir sur une mesure qui est importante, sur laquelle on a déjà commencé à travailler, c'est la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire et l'amélioration du climat scolaire qui peut préserver la santé mentale des jeunes. On a créé un observatoire du climat scolaire au sein du ministère qui est chargé justement de faire la veille scientifique sur le phénomène, mais aussi d'alimenter les écoles en outils pédagogiques pour lutter. Et on a maintenant 200 écoles déjà qui se sont inscrites dans un plan d'action avec toute une série d'actions, style formation de tout le personnel éducatif, mise en place de cercles réguliers de parole, information des parents sur ce qu'est le cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire, c'est un fléau et on doit absolument continuer ce travail structurel pour que toutes nos écoles soient armées à lutter contre ça. Voilà, et comme on tient à être vraiment très équilibré, on donne quelques secondes encore à Raja Mawan. Lutter contre les fake news, c'est essentiel. On voit aujourd'hui que la qualité de l'information, on en a parlé tout à l'heure, pourquoi il faut continuer à investir dans les médias de qualité. Parce qu'effectivement, entre le PTB qui dépense des millions sur les réseaux sociaux et des présidents de partis qui retweetent des comptes proches de l'extrême droite, on a vraiment besoin de lutter contre les fake news et d'avoir une information de qualité. Ah bah alors, vous risquez gros si on fait ça. Alors, on va en rester là, si vous voulez bien. On va vous remercier tous les 6 d'avoir participé à ce débat. François De Smet, oui, mais il y a encore beaucoup de sujets. Vous voyez qu'une heure et demie, ça ne suffit pas pour finir. Voilà. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Audrey Degrange, d'avoir été avec nous. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci et bonne soirée à tous.